Chers amis, je suis très heureux de vous retrouver. Cette fois, je suis entouré de personnes de grande qualité. J'ai Ouda à mes côtés qui va m'aider pendant l'émission. Et j'ai aussi Walid qui va m'aider aussi pour chatter avec vous, pour pouvoir avoir les questions. Merci Emmanuel à la technique. Donc aujourd'hui, c'est une vraie émission. Ce n'est pas moi devant un écran avec le trépied, avec le téléphone dessus. Là, on a des caméras. Et il a fallu vraiment faire un travail de préparation parce qu'il y a des émissions, beaucoup d'émissions sur les masques, énormément. Vous en avez vu à la télévision. Encore aujourd'hui, ce matin, il y avait une émission sur une radio qui fait aussi une émission télé et M. Petroszewski a été invité pour apporter des réponses en du travail. C'était le grand vide, le grand néant. Pourquoi ? Parce que nous sommes exactement 15h, vendredi, et nous n'avons pas encore l'avis du Haut Conseil de la Santé. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, les politiques, sans l'avis du Haut Conseil de la Santé, ils ne peuvent pas se prononcer. Donc, nous avons des chefs d'entreprise, nous avons des salariés, des millions, des centaines de milliers de chefs d'entreprise, des millions de salariés qu'avant le week-end, ne savent pas, à quelle sauce vont être mangés par rapport au problème du port du masque. Est-ce que ce sont tous les salariés, dans toutes les entreprises, de manière égalitaire, y compris sur les plateaux télé, ou comme j'entendais ce matin, quelqu'un qui a 1000 mètres carrés d'un cabanon avec 3 salariés, doit-il faire porter des masques ? On n'en sait rien. Au niveau des écoles, on parle de protocole. Eh bien, vous savez quel est mon attachement au principe de l'égalité ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en train de faire du droit par les médias, par les tweets. On a les tweets de M. Darmanin, il tweete tous les 3 minutes. On a les tweets du ministre de la Justice. On a les tweets... maintenant, vous avez aussi l'adjointe au maire à la santé de Paris qui n'arrête pas de tweeter et d'être invitée, Mme Souiris, qui me fait vraiment peur parce que j'ai l'impression d'une sorte de dame de fer qui était chargée par les services les plus importants de l'État pour régler une sorte de terreur à Paris. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Et vous avez aussi des tweets qui concernent l'école. Mais l'état du droit, le droit, celui que vous voulez savoir, que vous voulez connaître, il est où ? Ça veut dire la compréhension des textes. Il y a une cacophonie. Au moment où je vous parle, le décret du 10 juillet, c'est le décret qui règle les problèmes concernant les masques. Et notamment la loi du 9 juillet, qu'on appelle ça du 10 juillet, mais c'est la loi du 9 juillet sur la fin de l'état d'urgence qui règle tout. Et là, il y a quelque chose que je voudrais vous rappeler concernant l'état du droit, parce que j'ai dit des choses qui sont fausses et erronées. Je rappelle au préalable que le port du masque n'a jamais été réglé avant, si ce n'est que par une loi qui n'a pas traité le masque en tant que tel, a traité le problème de la dissimulation du visage. Et je le rappellerai à tous, parce que tout le monde dit oui, la loi est supérieure, etc. Bien sûr que la loi est supérieure. D'abord, il y a la Constitution, il y a les traités internationaux, la Constitution, et ensuite il y a la loi. La loi du 10 octobre 2010 disait, et dit, article 1er, nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage. Alors tout le monde dit oui, un décret ne peut pas déroger. Non, je le dis et je le répète pour celles et ceux qui suivent, comme ça les choses sont bien claires. L'article 2 dit, pour l'application de l'article 1er, il explique l'espace public. Et ensuite dit, l'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée pour des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. Donc, chers amis, tous celles et ceux qui écrivent que le port du masque n'est pas possible parce que la loi a dit qu'il ne fallait pas avoir de dissimulation, c'est une petite erreur de droit. En l'état actuel des choses, si les règles sont bien respectées, il peut y avoir, bien sûr, des dispositions qui peuvent demander l'application du port du masque, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les entreprises. Ce sont les deux grands sujets que nous allons traiter. Alors, j'ai ici à mon côté, Ouda, qui va s'occuper du Facebook et des questions que vous allez poser, parce qu'il y a celles et ceux qui suivent sur Facebook. Et Walid va s'occuper du YouTube de Réaction 19 pour aller chatter, répondre aux questions. Nous avons déjà reçu un certain nombre de questions que nous avons synthétisées par rapport au problème de l'école, par rapport au problème de la loi. Donc, on ne va pas se répéter. Ce qui est très important, écoutez les différents points. On fait un chapeau. Je fais un petit exposé sur l'état du droit ou ce qui peut être critiqué en droit. Et si vous avez des questions, ensuite, Ouda et Walid vont me les communiquer en fonction. Tâchons d'être un peu didactique pour arriver à répondre au maximum de questions. Je sais que je ne pourrai pas
je dirais, résoudre tous les problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il faudra que je refasse une émission peut-être pendant le week-end, si nous allons connaître dans les heures à venir le protocole qui est envisagé pour les entreprises, et après on y reviendra sur la notion de protocole, ou surtout l'avis du Haut Conseil qui semble aujourd'hui être comme une sorte de rayon de soleil dans ces ténèbres qui nous permettra de nous illuminer et trouver toutes les réponses. Avant d'attaquer sur le fond, je voulais quand même faire des remerciements. Parce que il y a quand même quelque chose d'important. Nous sommes désormais sur la chaîne Réaction 19, Web TV, 17 000 abonnés. Je vous remercie de tout cœur. Je n'ai pas autre chose à dire que merci, merci. Et je suis en co-branding aujourd'hui avec Cab TV, qui est une télévision sur YouTube, qui est aussi une télévision d'information, mais nous sommes une télévision thématique Réaction 19, alors que Cab TV est une télévision généraliste qui peut inviter des gens de tous bords. Il y a eu des gilets jaunes invités, il y a eu des hommes politiques, il y a des femmes politiques, il y a des maires, des adjoints aux maires, des députés, etc. La porte est ouverte à tout le monde, avocats, personnes quelconques, il n'y a pas de limite, mais ça, c'est Cab TV, vous pouvez vous abonner aussi, ça ne coûte rien, ça ne mange pas de pain, et ça peut rapporter gros, parce qu'il y a aussi des cadeaux, comme on dit, pour celles et ceux qui vont s'inscrire. Ensuite, sur la dernière vidéo, alors la dernière vidéo, 100 000 vues, je ne sais pas vous dire plus, 100 000 vues c'est énorme, je remercie tous les femmes et tous les hommes qui ont suivi cette dernière vidéo, qui est une vidéo importante comme les autres. Je ne pensais pas qu'elle soit plus importante que les autres, mais il n'en est pas moins qu'aujourd'hui, peut-être, il y a de plus en plus des gens intéressés, qui me plaît, des gens intéressés, pas à moi. Moi, je ne suis pas là pour m'idolâtrer. Je parle des gens intéressés au droit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent merci, merci Maître Bourzat, merci Réaction 19, parce que vous nous aidez à comprendre le droit. Et vous avez compris que le droit est l'arme contre la loi. C'est ça que parce qu'on va bien clarifier encore, et je le répète encore d'une manière très forte, le droit et la loi, ce n'est pas la même chose. Il y a des lois qui sont injustes, des lois qui sont illégitimes, des lois qui sont annulées par le Conseil constitutionnel, des lois qui sont écartées dans leur application devant les traités. Donc la loi n'est pas la panacée des normes. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez avoir des lois qui sont des lois qui ne seront jamais appliquées ou qui ne pourront pas s'appliquer ou qui seront écartées. Donc la loi n'est pas, quand on entend dire les gens politiques, oui, il faut respecter la loi. Bien sûr, même en Corée du Nord, on respecte la loi. Et on est dans la terreur, en Chine aussi. C'est la loi. Mais vous croyez que les dictateurs n'utilisent pas la loi? Bien sûr, c'est la loi, mais ce sont des lois dictatoriales. Eh bien, c'est ce que nous vivons actuellement en France. Nous vivons des situations qui ne sont même pas des lois, parce que de loi, il n'y en a qu'une. C'est la loi du 9 juillet. Malheureusement, ce sont des décrets, des arrêtés, des petits préfets, avec leurs bottes et leurs casquettes, qui vont penser à une période révolue, qui prennent des décisions et qui effectivement se réveillent le matin en disant « Tiens, je vais faire un arrêté pour bloquer, mettre les masses dans une rue, et puis je vais faire un autre dans la rue successive, et puis j'en pars un autre dans un quartier, et puis dans un département, et puis tiens, pourquoi pas on va maintenant faire la ville entière ?» Et on va voir que là aussi, il y a une violation éhontée du droit, parce que la loi n'a pas voulu que les préfets aient ce pouvoir totalement, je dirais, libre et autoritaire pour prendre des dispositions qu'ils prennent. Les textes n'ont pas été respectés. J'ai discuté aussi avec un avocat qui était un ancien président du tribunal administratif et qui était président aussi de cour d'appel, de cour administrative d'appel, qui est totalement d'accord avec moi que les préfets n'ont pas ce pouvoir, qu'ils se sont arrogés. C'est un pouvoir limité par les textes, par la loi du 9 juillet, par le décret du 10, mais du fait qu'en plus, le Premier ministre est aussi un ancien préfet, c'est normal que pour lui, avec la même caste, ils sont très heureux de se transmettre de pouvoir et de s'arroger des pouvoirs extrêmement autoritaires à l'encontre des personnes. Je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes nombreux à suivre sur Facebook. Alors, malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde. Je reçois parfois des appels téléphoniques sur mon portable personnel. J'aimerais sincèrement qu'il y ait des situations d'urgence. Si vous avez besoin, la meilleure chose pour communiquer, c'est adresser un courriel à réaction19fr@gmail.com, réaction19fr@gmail.com. C'est ce que nous avons fait concernant les réponses à donner et concernant les éléments qui doivent être, je dirais, retenus comme questions qui sont récurrentes dans le cadre des problèmes relatifs au port du masque. On relaiera l'adresse sur les réseaux. Bien sûr, voilà. Bien sûr, merci beaucoup Walid. Donc je rappellerai de manière très claire, je veux faire un chapeau normatif parce que là aussi, il faut que les choses soient bien claires. La loi du 9 juillet, je le répète encore, qui a été publiée le 10 juillet, cette loi fixe les critères concernant la sortie de l'état d'urgence. Or, c'est une loi liberticide. Parce qu'en réalité, on nous dit qu'on est sorti de l'état d'urgence, et puis comme je l'avais dit quasiment lors du projet de loi, que c'est une loi qui réintroduisait
l'état d'urgence, indirectement. Parce que quoi qu'il en soit, c'est une loi des interdits. Et dit, oui, on est sorti de l'état d'urgence, mais, et c'est là qui est très important, je veux l'attirer, parce que c'est comme ça que vous pouvez comprendre qu'ils sont en train de dire n'importe quoi avec l'histoire des protocoles. Il dit, à compter du 11 juillet 2020 et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l'article 2, c'est-à-dire où il y a l'état d'urgence sanitaire encore en vigueur, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Santé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie du Covid-19, réglementer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon ma manière d'étudier le droit depuis 26 ans, quand le législateur donne un pouvoir spécifique à quelqu'un, c'est parce qu'il a voulu le fixer d'une manière spécifique. Sinon, on aurait dit tout simplement, la loi, on est sorti, chacun peut, ou les autorités administratives, ou les ministres. Non, c'est le Premier ministre peut réglementer, sans préjudice, etc., etc. Et vous ne trouverez pas la délégation faite au ministre de la Santé, au ministre du Travail, au ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi? Parce que la loi du 9 juillet, dans sa folie, parce qu'elle est quand même un peu folle, en termes de, je dirais, de largesse donnée à l'exécutif, elle ne donne pas un pouvoir général abstrait. Elle le dit au Premier ministre, compte tenu quand même de l'importance des interdits. Et seulement après, il est dit, et là il est très important, que le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l'État dans les départements a ordonné par arrêté pris après mise en demeure de la fermeture, le cas échéant, ou sinon, effectivement, donner, lorsque le ministre prend des mesures mentionnées au premier, peut habiliter le représentant de l'État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions. Donc là, il a un pouvoir applicatif. Un pouvoir applicatif, c'est d'une importance capitale. Ce n'est pas un pouvoir autonome. Des mesures d'application de ces dispositions. Et il dit, lorsque les mesures prévues au premier doivent s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas le territoire d'un département. Et là, on arrive vraiment, prenons le département de Paris, prenons le département limitrophe où il y a différents arrêtés. Le ministre peut, vous voyez que c'est toujours le Premier ministre, qui peut habiliter le représentant de l'État dans le département à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ces derniers après avis du directeur général de l'Agence régionale de santé. Cet avis est rendu public. Voilà, les choses sont très claires. Très clair, il n'y a pas un pouvoir absolu et discrétionnaire. Alors, quand vous prenez l'arrêté qui a été pris par M. Lallemand, là, vous avez la référence à la loi du 9 juillet, organisant la sortie d'état d'urgence sanitaire qui est visé. On a le décret du 29 avril 2004 sous le pouvoir des préfets, le décret du 10 juillet. Vous n'avez pas l'avis de l'ARS et vous avez le préfet qui décide et il rappelle les contraventions, etc. C'est un arrêt qui peut et qui doit être attaqué. Parce que c'est un arrêté qui ne ressort pas de la compétence de ce préfet de pouvoir décider de manière autonome que les masques soient portés. Et il sera attaqué et Réaction 19 fera le nécessaire pour que cet arrêté du préfet allemand soit attaqué. Alors juste Carlo, je vais te couper 2 secondes. Les internautes te disent que s'ils déposent une plainte contre l'État, ils auront la réponse d'ici 20 ans. Mais la plainte contre l'État, alors là aussi, ne partons pas. Vous savez, aujourd'hui, la bataille s'est faite dans le détail. Ça veut dire qu'avant de penser une plainte contre l'État, parce que la plainte contre l'État, c'est quand il y a une responsabilité de l'État pour certains crimes contre l'humanité, etc. Il ne faut pas arrêter de rêver, il faut revenir sur Terre. Si est beaucoup plus important d'utiliser les télérecours, ça ne vaut pas la peine de s'enquiquiner. Vous allez sur le site de télérecours.fr et vous avez le droit de déposer un recours contre l'arrêté et vous pouvez le contester devant le tribunal administratif de Paris si vous voulez contester l'arrêté de M. Lallemand. Et là, vous avez le loisir de sortir tous les arguments de droit que vous voulez, des arguments de forme et des arguments de fond, ce qu'on appelle l'égalité interne, l'égalité externe. Maintenant, on n'utilise plus de la sorte de cette terminologie. Vous avez le droit de dire pour quelles raisons cet arrêté vous enquiquine, exposer les raisons sanitaires, et vous pouvez chercher et mettre
tout ce que vous voulez. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des plaintes contre l'État, alors que contester l'arrêté peut se faire par un télérecours. Ça veut dire qu'on pourra plaider très vite, on peut faire même ce qu'on appelle un référé liberté, c'est-à-dire la possibilité d'agir très vite et avoir des réponses très vite devant. Le seul problème, chers amis, c'est que le tribunal administratif et le Conseil d'État, ce sont des juridictions où siègent des fonctionnaires de l'État. Vous savez, le président du tribunal administratif de Nice, qui était aussi le président de la cour administrative d'appel, qui est aujourd'hui avocat, a compris ce que veut dire être avocat après avoir quitté ses fonctions. Et à l'époque, il était dans une hiérarchie. Il était bien sûr président du tribunal, il n'en demande pas moins que c'était un haut fonctionnaire. Et aujourd'hui, il est avocat et il sait que les avocats ne sont pas dans la même posture et que se battre effectivement pour obtenir des décisions de justice, c'est un travail qui est très dur parce que, comme on dit souvent en matière administrative, comme on dit, décider, c'est gérer. Ça veut dire que même les juges, quand ils statuent, ils doivent penser à ce qui est l'administration à l'encontre des personnes. Donc c'est pour cette raison que je vous dis, aujourd'hui, la première étape, si vous voulez contester, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans Facebook, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les commentaires, je vous remercie, mais ce qui compte, c'est utiliser la force de Réaction 19, utiliser vos besoins personnels et contester. Comme je l'ai dit aussi, on conteste un arrêté si il va y avoir un PV de 135 € qui va être infligé pour non-port du masque à la suite de l'application de l'arrêté. Vous ne devez pas le payer, parce que de toute façon, vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite. Vous recevez un avis de contravention, et à ce moment-là, nous pouvons, et nous vous donnons les moyens de droit pour contester l'avis de contravention, mais nous allons certainement soulever ce qu'on appelle l'exception d'illégalité de l'arrêté. Ça veut dire tout simplement qu'on va demander au juge civil, juge pénal du tribunal de police, comme on appelle, qui sera celui qui va examiner le recours après avoir adressé la contestation à l'officier, d'examiner l'illégalité ou la légalité de l'arrêté sur lequel a été pris le fondement, ce qu'on appelle de la poursuite. Vous savez, le droit n'est pas simple. Je suis là. Si les choses ne sont pas claires, je ne suis pas là pour faire un commis, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous fais une petite introduction pour que les choses soient bien claires dans la manière de procéder. Ça veut dire tout simplement que l'accès à la justice est aujourd'hui facile à certains égards. Je le répète encore, en matière de tribunaux administratifs, vous avez le télérecours. Je le dis à tout le monde, en France, en Navarre, dans toutes les régions de France, vous avez le droit, vous allez sur le site, vous ouvrez un compte et vous avez le droit de saisir le tribunal administratif pour contester. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous ne devez pas attendre que Réaction 19 puisse venir faire le tour de tous les tribunaux administratifs de France et de Navarre. Ce n'est pas possible, chers amis. Nous pouvons nous appuyer sur des recours importants. J'en ai reçu hier, avant-hier, je suis en train de l'examiner pour compléter quelques éléments, mais on ne peut pas faire le tour de tout le monde. Alors, on va attaquer. S'il y a déjà des questions. Parce que la question est intéressante. Alors, quid de l'article 16 sur le droit inaliénable à la respiration? Le masque ne l'entrave-t-il pas? Pardon. Alors, la question, elle est compliquée, mais elle est claire. J'ai vu que ce texte a été visé. Bien sûr, chers amis, que les textes, vous savez, quand vous prenez la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme, vous pouvez vous éclater. Bien sûr que la liberté de vivre, d'entreprendre, de tout, de la vie privée, vous avez tous les principes magnifiques qui sont inscrits. Le gros problème, c'est que l'article 16 est un texte de loi. Et que la loi du 9 juillet a donné le droit au Premier ministre de prendre ces mesures qu'on appellera liberticides. Pour d'autres, c'est des mesures de protection. Pour moi, non, parce que la cacophonie est telle, et la démonstration que c'est du grand n'importe quoi, que sur le fameux arrêté du port du masque, je rappellerai que jusqu'à hier soir, les médias, ceux qui suivent les recommandations du gouvernement et des textes des arrêtés, tout le monde devait porter le masque, y compris les gens à vélo et les gens à moto, et aussi les joggeurs. Eh bien, ce matin, avant la prise de fonction, quasiment peut-être quelques peu pour être déjà mis, je crois que c'est à 8h25, démenti. Non, les joggeurs et les vélos n'ont pas besoin. Alors ça veut dire tout simplement, chers amis, que ça vaut plus la peine d'aller à pied, prenez des vélos. Et moi je vous conseille tous, alors je crois que nous verrons beaucoup de gens habillés en joggeur dans les jours à venir, parce que comme ça, quand tu habilles un joggeur, est-ce que ça veut dire courir? Alors la question, qu'est-ce qu'un jogging?
Quelle est la vitesse pour déterminer si on marche ou on court? Vous savez, si vous prenez quelqu'un qui fait la marche aux Jeux Olympiques, c'est quasiment la vitesse pour quelqu'un qui court de manière normale. Donc c'est très drôle. Ils sont tellement stupides qu'ils mettent des choses qui sont idiotes. Donc tout ce jogging. Encore là maintenant, on a eu les GAFA qui ont eu un succès énorme parce que iPhone, c'est des milliards. Alors je vous dis parce que ça, c'est important. On a la plus grande capitalisation parce que maintenant avec le télétravail, tout le monde achetait des ordi. Donc maintenant les GAFA, c'est encore pire. Et bien maintenant, on verra encore les grandes marques. Parce que tout le monde ira acheter des joggings pour éviter de se faire comme ça. Quand on marchera, on dira, mais oui, je viens de terminer mon jogging, je suis en train de marcher parce que je suis en train de faire ce qu'on appelle la décompression. Alors on ira plaider devant le tribunal, qu'est-ce que ça veut dire un jogging, comment il commence, où il s'arrête, la décompression, et jusqu'à quand je n'aurai pas achevé mon jogging, je n'aurai pas besoin de porter le masque. Rapporte-moi la preuve contraire. Et voilà, vous voyez que le droit est fait plus de nuances que de certitudes. Ce n'est pas 2 plus 2. Et on peut tout discuter, il faut avoir envie de réfléchir qu'à chaque chose, peut faire l'objet d'une discussion juridique, et c'est ça le droit. Et c'est pour ça que des fois, je vous dis que le droit va à l'encontre, parce que là, on peut vraiment s'amuser. Sortez un jogging, mettez des tennis, allez au travail comme ça, prenez, et vous verrez si effectivement quelqu'un peut vous dire quelque chose, vous direz, je suis un jogging. Parce que faire du jogging, avant tout le jogging, c'est une tenue vestimentaire. Nous, en France, on appelle la course à pied, pour le rappeler à Madame Suiris, parce que le jogging, it's English. Et le jogging, c'est le vêtement que l'on porte. Vous voyez, petit détail sur détail. La marche à pied, non, la course à pied. Alors, qu'est-ce qu'il y a une différence entre la marche à pied? La marche à pied que je fais en jogging rentre-t-elle dans la course à pied qui est inclus? C'est à mourir de rire. Oui. Chers amis. Alors, Question. une dernière chose, c'est une question qui revient fréquemment, Carlo. Les internautes sont inquiets par rapport aux tests au niveau du Covid-19. Et est-ce que ce serait dangereux pour leurs enfants ou pour leurs proches? Alors, la question des tests Ouais. va être traitée dans les problématiques. Nous sommes en train d'aller un peu vite par rapport à ce qui est le timing, et je te remercie. Là, on va attaquer maintenant l'école. Et on va traiter ça dans l'école. Mais je veux traiter la question des tests dans le cadre. Premièrement, je voulais remercier celles et ceux qui ont adressé les emails avec les questions. Ça, c'est déjà une base très importante que nous avons. C'est pour ça que je dis, on a les questions de celles et ceux qui sont les adhérents, qui ont déjà envoyé beaucoup, celles et ceux amis sur Facebook qui ont envoyé aussi. Et nous avons eu 2 collaboratrices qui ont fait un travail de synthèse énorme. Je vous dis qu'ont été examinés quasiment 1000, je ne dis pas de bêtises, 1000 courriels. 1000 courriels pour faire cet extrait et condenser les questions. On va y arriver tout de suite. Premièrement, le protocole scolaire. Est-ce que ça a un sens? Premièrement, moi, ce que je suis en train de vous dire, et je mets au défi quiconque, c'est qu'en état actuel de choses, la question de la Covid-19 ne peut pas être réglée par un protocole sanitaire au niveau de l'école. Pour moi, la question de la Covid-19, en termes de droit, c'est la loi du 9 juillet et la délégation faite au Premier ministre. Et ce que le Premier ministre, par décret, qui peut fixer les paramètres concernant l'école. Or, vous prenez le protocole qui est ici, que j'ai entre mes mains, daté du 27 août 2020, dans lequel, je ne vais pas vous rappeler l'obligation de porter le masque, etc. Maintenant, ce sont des questions que vous connaissez parfaitement. Il n'en demeure pas moins que la chose la plus importante, c'est que vous avez le texte de référence. Je vous conseille d'aller le chercher. Moi, je travaille que sur des textes, c'est République française, servicepublic.fr. Je ne suis pas comme M. Pietraszewski qui dit il faut dialoguer. Non, parlons de texte, parlons de droit. Ça, c'est théoriquement la règle de droit. Ça veut dire tout simplement que vous pouvez vous fonder sur ça, théoriquement. Vous imaginez un peu, un protocole qui change tous les 3 jours. Et le texte de référence, c'est le texte décret du 27 juillet, modifié par le 10 juillet, naturellement, nécessaire à l'application pour la faire face à l'épidémie de Covid-19. Est-ce que tu peux me chercher un petit sopalin pour me sécher un peu? Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Et ensuite, vous avez le décret du 10 juillet prescrivant les mesures nécessaires pour faire face à l'épidémie. En réalité, ce sont 2 textes. Merci beaucoup, c'est gentil. Eh bien, chers amis, alors, vous voyez très bien que le protocole va viser le décret du 10 juillet quasiment pour trouver sa justification. Mes chers amis, le décret ne donne absolument pas le pouvoir au ministre Blanquer de prendre un quelconque protocole sanitaire. Le décret ne donne un quelconque pouvoir au ministère de l'Éducation nationale pour prendre un quelconque protocole sanitaire concernant la Covid-19.
c'est d'une importance capitale. Oui. Carlo, on tient à remercier toutes les personnes qui nous suivent sur Facebook et sur YouTube. Et on va commencer par une question de l'oiseau qui aimerait savoir si l'inscription à l'école correspond à un contrat, étant donné que lors de l'inscription, la situation de l'obligation du masque à l'école n'était pas obligatoire. Peut-on revenir sur ce contrat? Alors, là, d'abord, et c'est bien parce que nous parlons maintenant de l'arrivée à l'école de l'enfant. Premièrement, je vous rappelle que l'obligation de scolarité, et je complète après, je répondrai aux gens, l'obligation de scolarité n'est pas une obligation conventionnelle. C'est une obligation légale. Ça veut dire que dès lors que la loi impose que les enfants soient scolarisés, et puis je vous dirai le mot scolarisé, ce n'est pas un contrat qui se forme entre la collectivité, l'État et l'étudiant et l'écolier. C'est une ordre, entre guillemets, légal. Donc déjà, ce n'est pas un contrat. Attention, dans le cadre des écoles privées, la situation est différente. Il y a la convention qui lie l'établissement scolaire avec l'État, et puis il y a un vrai contrat, parce que c'est à travers une approche contractuelle qu'effectivement, alors là, c'est légèrement quelque chose qui change. Après, il y a des modifications qui peuvent être des modifications qui interviennent pour cas de force majeure, etc. Maintenant, je ne peux pas aujourd'hui examiner tous les cas de figure. La seule chose que je suis en train de vous dire, on n'a jamais l'obligation de scolariser un enfant dans une école publique. Un enfant peut être scolarisé dans une école privée ou un établissement sous contrat. Ce n'est pas la même chose. Vous avez des écoles privées et les établissements sous contrat, ce sont des établissements qui sont agréés par l'État lui-même et les examens sont passés directement dans les écoles qui ont l'agrément. Et ensuite, vous pouvez scolariser vos enfants chez vous. Vous avez droit. L'important, c'est qu'on respecte cette règle au niveau de la DSF et au niveau du rectorat. On informe et on peut faire une scolarité chez soi. On peut faire des cours par correspondance, prendre des professeurs chez soi, ou même les parents eux-mêmes qui enseignent à leurs enfants. Et donc, je réponds à une des questions qui est apparue en boucle. J'ai l'obligation de scolariser. Oui, mais vous n'avez pas l'obligation de l'envoyer dans une école publique. Vous pouvez l'envoyer dans une école privée sous contrat, ou sinon, chez vous, vous pouvez le faire. Et nous avons également Manu qui vous dit, est-ce normal que les directeurs vont percevoir 450 € pour les parents qui refusent de faire les tests à leurs enfants? Alors, maintenant la question, je dis que ce n'est pas normal. On ne peut pas aujourd'hui me faire devenir juge de toutes les dispositions. Il faut qu'on trouve une logique pour arriver à comprendre ce qui est possible ou ne pas possible. Cet argument, c'est quelque chose d'un détail que je ne peux pas moi-même aujourd'hui apporter comme réponse. Je voudrais simplement poursuivre sur un premier point qui est le problème, et je le répète encore, restons sur le protocole. Est-ce que le protocole qui fixe le port du masque et les règles dans les écoles est-il fondé? Ça, c'est une question importante. Est-ce que c'est légal? Moi, ce que je donne comme conseil est aujourd'hui, et je vais le mettre sur Internet, je vais le mettre le cas échéant aussi sur Réaction 19, c'est qu'aujourd'hui, je considère qu'il faut un décret. Et je vous donnerai un texte qui peut... Alors, j'ai vu des gens qui m'envoient des textes qui disent « Oui, c'est Maître Brouza qui l'a approuvé, etc., etc., etc. » Attention, moi quand je valide ou je fais quelque chose, il y a la signature de Réaction 19 où je mets ma signature en tant qu'avocat. On m'a envoyé quelque chose qui, chacun peut faire ce qu'il a envie de faire. Alors, il y a quelqu'un qui m'a envoyé disant, et j'ai dit j'examine, j'ai sous-signé, représentant légal, nous sommes toujours pour l'accès à l'école. Demandons que mon fils ou ma fille ne soit soumis à aucun test Covid-19, test PCR ou test sérologique ou tout salivaire. Il est clair qu'en l'état actuel de choses, s'il y a test, ce test est fait sous l'égide de l'autorité parentale. Il ne peut pas y avoir un enfant qui va être pris physiquement par des infirmiers ou des personnes qui va être bloqué et qu'on lui met un tampon dans le nez. Ce n'est pas possible. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait. Donc, vous n'avez pas besoin, parce que si quelqu'un devait faire une chose pareille, c'est même une atteinte corporelle, indépendamment de l'aspect sanitaire, il y a l'aspect pénal. Alors juste, Carlo, j'ai tout coupé. École privée ou publique, les deux sont soumis au masque? Bien sûr. Ok. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on parle d'établissement scolaire, on ne parle pas d'établissement scolaire. D'ailleurs, l'obligation du port du masque dans les établissements scolaires n'est pas le protocole, c'est déjà dans le décret du 10 juillet. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelque chose d'absurde, qu'aujourd'hui vous avez un protocole sanitaire dont il n'est pas du tout fait état dans le cadre du décret du juillet. Le 10 juillet ne renvoie pas ni un protocole sanitaire pour les écoles, ni un protocole sanitaire pour les entreprises. Donc nous sommes dans une situation ubuesque d'un protocole qui ne veut rien dire, parce qu'un protocole,
C'est quelque chose, par exemple, protocole sanitaire, c'est quand on s'organise pour décider et voir la mise en œuvre d'un médicament avec des tests, un protocole sanitaire, c'est une escalation qu'on peut utiliser au niveau médical, l'application de certains médicaments. Mais ce n'est pas une loi, c'est un protocole qui est admis avec un accord unanime des médecins pour tenter, par exemple, de mettre en place de nouveaux médicaments. Mais c'est pas ça la loi. La loi demande, il y a en droit français, que ce soit au niveau réglementaire, vous avez des décrets, vous avez des arrêtés ministériels, vous pouvez avoir des circulaires. Et les circulaires se divisent en deux. Les circulaires qui ne comportent pas de normes, ce sont par exemple des incitations, et puis vous avez des circulaires réglementaires. Alors une circulaire réglementaire, c'est une circulaire qui contient des obligations. Et la circulaire peut être attaquée devant le Conseil d'État, parce que si elle est nationale, ou une circulaire d'un recteur peut être attaquée devant le tribunal administratif en fonction de la portée. Donc ça veut dire tout simplement qu'on parle de protocole sanitaire, ce n'est pas une circulaire, ce n'est pas un texte de loi, ce n'est pas un arrêté, ce n'est pas du tout un décret, ce n'est simplement quelque chose qui pourrait être considéré comme une incitation. Donc c'est pour ça que, en utilisant ce document, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont intéressantes, comme le fait ni aucun vaccin. À l'état actuel des choses, chers amis, il n'y a pas de vaccin. Actuellement, vous ne pouvez pas demander de ne pas, parce que l'autre dit, mais moi, je n'ai pas besoin de signer. Il n'y a pas de vaccin contre la Covid-19. Donc, il est clair qu'à l'état actuel des choses, votre enfant ne peut pas venir... non, j'allais de là. Merci beaucoup, c'est gentil. Petite coupure. Votre enfant ne peut pas être vacciné parce que le vaccin n'existe pas. La problématique du vaccin se posera donc, je réponds, c'est inutile de écrire un chef d'établissement, j'atteste que je ne vais pas vacciner votre enfant, il dit je ne peux pas vous attester, il n'y a pas de vaccin. Donc, ne faisons pas de la tautologie. Que je n'autorise strictement personne médicale, autre personne du collège, ou personne externe d'établissement, à pratiquer sur mon enfant un tout test ou acte médical précisé. Mais ça, c'est clair qu'il ne peut pas être fait. Il y a, sauf en situation d'urgence, un enfant peut se rendre dans l'infirmerie. S'il y a des besoins médicaux, les parents sont informés sans délai. Ce sont les textes de loi et les textes qui s'appliquent en domaine. S'il y a un malaise, votre enfant, vous devez être informé sans délai et l'infirmerie va vous informer, le cas échéant, s'il y a un médecin ou du 15 qui vous a demandé. Que si l'établissement traité d'établissement entend faire jouer un éventuel risque de transmission pour l'article, je n'autorise strictement personnel médical de collège, externe, établissement, force de l'ordre ou pas, à isoler mon enfant alors que dans son domicile principal, etc. Vous pouvez, moi je n'interdis pas du tout si vous voulez faire signer ou adresser cela. Mais il faut que ça contienne des choses qui soient utiles et sensées. Ça veut dire tout simplement que si vous souhaitez contester quelque chose, il faut le faire en utilisant les voies légales. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous contestez un protocole, il faut, avec Réaction 19, contester le protocole sanitaire qui est mis en place en disant « ce n'est pas un texte de loi, donc les masques, mon fils ne les portera pas. » Et nous verrons bien le port du masque. Donc à l'état actuel de choses, vous pouvez faire signer ça, mais ça n'a pas une grande valeur juridique parce qu'il anticipe sur des choses qui n'existent pas. Ensuite, ceci est notre lien, conformément à l'article, la loi du 4 mars, traitant de droit consentement libre et éclairé du patient particulier, l'article 1111.2 du Code de la santé, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Bien sûr, mais un chef d'établissement, moi je suis chef d'établissement, je ne veux pas signer cela parce que c'est la loi, et vous devez être informé, et il n'est pas question qu'il soit fait quoi que ce soit. Or, le protocole, en aucun cas fait état qu'il puisse y avoir. Je veux vous rassurer, je veux assurer les parents, parce que quand je suis critique et je dis miette, le protocole à l'État ne dit pas que le vaccin doit être infligé. Ça ne dit pas. Je rappellerai simplement à tout le monde, comme je le dis tout à l'heure au niveau de l'instruction, que bien sûr, il y a des règles qui sont relatives aux vaccinations obligatoires, qu'au moment où nous parlons, la loi dispose que pour les enfants qui sont nés à partir de 2018, il y a la diphtérie, la coqueluche, les infections invasives, l'hémophilus, le tétanos, la poliomyélite, l'hépatite B, les infections invasives au pneumocoque, méningocoque, du sérogroupe C, et rougeole, oreillon et rubéole. Ça, ce sont les vaccins obligatoires que la loi pose. C'est-à-dire que c'est après 2018, avant 2018, c'est moins. Les vaccinations sont obligatoires, certains recommandés et d'autres obligatoires. Et quel est le problème? Le problème est que si vous n'avez pas ces vaccins, vous ne pouvez pas être scolarisé. Vous ne pouvez pas accéder à des activités collectives. Donc, quand vous me dites, Maître Brouza, les vaccinations sont obligatoires, elles sont obligatoires pour permettre à votre enfant d'accéder à une certaine vie. Sinon, vous isolez votre enfant. Ça veut dire que votre enfant ne pourra pas aller à l'école, parce que pour aller à l'école, il faut présenter le carnet des vaccins. Les vaccins obligatoires. Pour le moment, le vaccin de la Covid-19
n'existe pas. Donc automatiquement, il n'y a aucun risque qui pèse sur vous et qui pèse sur nos enfants, parce que moi aussi, j'ai des enfants qui sont scolarisés. Donc quand je vous parle de moi. Est-ce qu'il y a des questions sur les éléments que nous venons de traiter là? J'écoute Oda d'abord. Marilyn qui voudrait savoir, une fois l'arrêté préfectoral contesté par télé-recours, qui plaide devant le tribunal? La personne qui a fait le recours? C'est une bonne question. Là, souvent, nous sommes saisis par des gens qui font des recours et ensuite on nous demande d'aller plaider. C'est pour cette raison que le conseil que je donne, que si vous souhaitez faire un recours, vous pouvez le faire. La seule chose qu'il faut qu'il soit censé. Et pour qu'il soit censé, pour que je puisse avoir envie d'aller plaider, je prends un exemple, en tant qu'avocat, la question, il faut que le recours soit avec des bons arguments de droit. Donc automatiquement, il est préférable de faire un travail conjoint. C'est pour cette raison que je dis, si vous souhaitez aujourd'hui contester, Réaction 19, elle est là pour ça. Donc nous souhaitons travailler avec celles et ceux. C'est pour cette raison que aujourd'hui, il y a des arguments de droit qui existent. Aujourd'hui, un protocole sanitaire n'est pas pour moi une source de droit en application des dispositions limitatives de la loi du 9 juillet. Après, on rentrera sur le fond du dossier, le port du masque la journée entière et les modalités de ce protocole. Et à l'état actuel des choses, vous pouvez déposer un tel recours, ou sinon, vous dites, je souhaite participer à un recours concernant la réglementation relative au protocole sanitaire dans les écoles, donc je souhaite participer à une action qui soit mise en œuvre par Action 19. Donc, il y aura un texte conjoint avec tous les éléments de droit et de fait pour les questions relatives à ce protocole. Et nous avons également Fabienne qui aimerait savoir si les protocoles sanitaires sont légaux pour les écoles spécialement. Est-ce que les protocoles sanitaires sont légaux pour les écoles spécialement? Alors, je répète encore que pour moi, en tant qu'analyste du droit, la loi du 9 juillet a donné un mandat exclusif au Premier ministre et au préfet dans une limitation fixée par la loi pour pouvoir statuer sur les questions des interdits et le port du masque, notamment. En l'état actuel de choses, je considère qu'un ministre ne peut pas prendre des dispositions autonomes pour fixer au sein des écoles de France et de Navarre des dispositions relatives, pas simplement au port du masque, parce qu'il ne s'agit pas que du port du masque, c'est toutes les mesures barrières et toute l'organisation. Alors que, pour moi, le législateur a donné mandat exclusif au Premier ministre. Donc, il y a déjà matière à contester la notion de protocole sanitaire. Le protocole sanitaire n'est pas une loi. Le cas échéant, c'est une suggestion, mais pas une loi. Le mot loi, entendu, n'est pas une norme juridique. Pourquoi? Parce que même la question des sanctions. Le protocole sanitaire ne comporte pas de sanctions. Ah, on m'a dit, oui, si le protocole, non, pourtant, il n'y a pas de sanctions. On dit, alors, je vais vous dire une chose qui est extrêmement intéressante, c'est un SMS qui a été reçu, alors là, c'est à mourir de rire. Je vais vous dire, parce qu'on fait du pratique comme ça. Bonjour, à quelques heures de la rentrée obligatoire pour tous, alors là aussi, à quelques heures de la rentrée obligatoire pour tous. Déjà, c'est un mensonge, parce que la rentrée est obligatoire pour celles et ceux qui vont à l'école, celles et ceux qui vont dans une école privée, et ceux qui vont à la maison, c'est à la maison. Donc déjà, la rentrée obligatoire pour tout le monde, c'est une connerie monumentale. Nous vous communiquons les dernières recommandations du ministère. Alors là, maintenant, on parle de recommandations du ministère. C'est-à-dire que la recommandation, normalement, c'est pas, soit c'est une circulaire réglementaire, soit c'est un arrêté, mais une recommandation, ça veut dire faites quelque chose, mais ça ne veut pas dire que vous y êtes obligé. Et on y va. Avant de quitter la maison, vérifiez la température de votre enfant. Si supérieure à 38, votre enfant doit rester à la maison. Alors, extraordinaire. C'est du jamais vu. Je ne crois pas avoir vu ni dans le protocole. C'est-à-dire que là, on a une initiative d'un directeur d'école qui demande que soit contrôlée la température de son enfant avant de sortir. Donc, vous imaginez un peu à quel niveau nous sommes. C'est-à-dire que nous sommes maintenant même le directeur qui s'érige en directeur de la santé publique de l'école. Le port du masque est obligatoire. Bon, ça, merci. Bon, est-ce que vous avez un texte sur lequel vous fondez votre obligation? Je ne le vois pas. En cours et en récréation. Il est fourni par la famille, tout comme le gel hydroalcoolique. Alors là, je peux vous dire une chose, il y a des choses qui sont un peu inexactes. Parce qu'il écrit tout simplement que oui, bien sûr, alors là, on a dit des choses, mais moi, je tente de lire aussi. Alors là, il dit à ça, les élèves s'engagent à ne pas un enfant en classe en cas de fièvre. À 38, alors vous imaginez un peu. Vous mesurez votre enfant, il fait 37,5 à la maison, et il va avoir 38 entre le temps de sortie de la maison pour aller à l'école.
s'engage. Comment voulez-vous que puis-je m'engager, moi, à la maison? Mes enfants sortent, ils mettent quasiment 45 minutes pour aller à l'école. Pendant 45 minutes, tout peut arriver. Ça veut dire qu'ils peuvent arriver à l'école avec 38 alors qu'ils ont quitté la maison à 37,2. Alors, là aussi, c'est des trucs qui sont assez invraisemblables. Ensuite, vous avez, il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Cependant, le ministère dote chaque établissement un masque grand public pour les élèves qui n'en disposeraient pas. Alors, excusez-moi, moi, je ne vois pas, il n'y a pas écrit si cela arrive une fois. Ça veut dire que moi, j'envoie mes enfants à l'école, je dis mes enfants n'ont pas de masque, ils n'en disposent pas. Ça veut dire que normalement, le ministère doit les donner quand on prend le texte tel qu'il est écrit ici. Donc, ça veut dire tout simplement que là aussi, il dit simplement, il appartient aux parents de fournir des masques à leurs enfants. Cependant, le ministère dote chaque établissement un masque grand public pour les élèves qui ne disposeraient pas. Donc, chers amis, si vous avez envie d'envoyer vos enfants à l'école sans masque, vous les envoyez sans masque. Parce qu'il y a le cependant qui dit, si vous ne les avez pas, le ministère les fournit. Donc, ça veut dire qu'on attend un petit peu de déconseiller ce que monsieur Blanquer avait dit lors de la conférence d'Ouest, qui avait dit que les masques allaient être donnés par l'école et gratuites. Et ensuite, M. Castex a dit exactement le contraire, que les parents doivent s'occuper. Alors, vous imaginez un peu le coût des masques pour les familles qui sont déjà dans des difficultés invraisemblables. Ceci est quand même invraisemblable et extraordinaire. Donc, vous voyez, il faut lire les textes, parce qu'en lisant les textes, on s'amuse. Et je vous dis, ce n'est pas un texte de loi, c'est un protocole. Donc, ce n'est pas du tout un arrêté, ce n'est pas du tout un règlement. Donc, c'est un protocole. Au fond, c'est quelque chose qui est une suggestion. Et alors, je continue sur la lecture du directeur. Alors, le port du masque, je termine. Le port du masque est obligatoire en cours et en récréation. Il est fourni par la mafie, et tout comme le gel hydroalcoolique. Alors ça, c'est nouveau ça. C'est-à-dire que ce monsieur dit que maintenant, les enfants, c'est faux. Le protocole ne dit pas du tout cela. Le protocole dit que l'école s'organise à permettre à voir les enfants la possibilité de se laver les mains, de se dire. Ce n'est pas du tout quelque chose qui dit le texte. Donc le directeur va lui-même imposer en disant tu amènes le gel hydroalcoolique. Pas du tout. C'est complètement faux. Nous effectuerons qu'un seul rappel à la loi. Alors, regardez, c'est merveilleux. Nous effectuerons qu'un seul rappel à la loi. Et en cas de non-respect, une sanction sera appliquée. Merci pour votre vigilance et votre soutien. La direction. Mais mes enfants, mais c'est scandaleux. Mais c'est scandaleux. Là, maintenant, je ne connais pas le nom du directeur. On m'a envoyé ceci sur Facebook. J'ai imprimé la page. Mais transmettez-nous en Réaction 19 le directeur, parce que c'est un scandale. Là, vous voyez, quand je vous dis que nous sommes dans l'autoritarisme, que nous sommes aujourd'hui dans une forme de dictature, c'est quand vous lisez des choses pareilles, qui sont déjà une dérogation de ce qui est un protocole, qui n'est pas loi. Et le mec, il parle, le mec dit... la loi, d'abord la loi, c'est que la loi du Parlement. Il n'y a ni décret, ni arrêté, ni circulaire. C'est un protocole. Mais quelle loi? Et il parle des sanctions. Quelles sanctions? Alors là, par contre, si vous avez envie d'arriver à l'école et dire « j'aimerais connaître quelles sont les sanctions, le fondement légal », faites-le. Si vous voulez, je vais vous donner le texte. Parce que ça, c'est important. Quelles sanctions va-t-on appliquer? Quelles? Les sanctions de 135 € pour les enfants? Pas du tout. Ce n'est pas déjà... On est déjà dans l'illégalité, parce que je le soutiens depuis toujours, parce que les textes concernant la sanction des 135 € concernent l'état d'urgence sanitaire et pas la sortie. L'application par analogie n'a aucune valeur juridique. Et en plus, on parle de quelle sanction? C'est quoi? On va interdire l'enfant d'aller à l'école? Parce qu'il n'a pas de gel hydroalcoolique, alors que le texte de loi ne l'impose pas. Toutes les mesures barrières sont à l'intérieur de l'école. Ça veut dire que pour se laver les mains, c'est le savon et ce sont les produits. Parce que vous savez, j'ai rempli une bouteille de gel hydroalcoolique d'eau. Et alors? Le problème est réglé. Je fais quoi? Donc c'est pour ça que l'école, le protocole dit à l'école d'organiser la santé des mains, c'est-à-dire les gestes barrières, la distanciation et le respect des gestes barrières, c'est-à-dire la possibilité de se laver les mains, parce que je vous rappellerai que 80% des transmissions virales sont effectivement faites par les mains et pas par l'aérosol. Donc voilà, vous voyez, faire du droit, c'est... Ah là là, on me dit ça, non, tu fais du droit et tu comprends tout de suite. Non, les internautes voudraient savoir si on peut exclure un élève qui ne veut pas porter le masque ou qui n'a pas son gel. Alors, en l'état actuel des choses, je répète encore, le gel hydroalcoolique n'est pas une obligation imposée par le protocole. Celui qui vous demande de mener les enfants avec du gel, ce n'est pas quelque chose qui est conforme à la loi. La loi que je connais, c'est la loi du 9 juillet, c'est le décret du 10 juillet. Absolument pas.
C'est quelque chose qui est organisé au sein de l'école. Les mesures de lavage des mains relèvent de l'école et ne relèvent pas du tout du fait que chaque enfant arrive avec du gel. D'abord parce qu'effectivement, il y a le problème, le souci. Après, la question, c'est que on ne sait pas qui doit faire respecter les règles. Est-ce que c'est le maître d'école, le professeur d'école qui doit amener tous les enfants et tous les jeunes? Parce que quand on parle de masque, c'est après 11 ans. Ça veut dire qu'un professeur d'école devrait aller dans la salle, dans les WC hommes et femmes, pour contrôler que les enfants ou les jeunes de 16 ans se lavent les mains. Après le pipi ou après le caca ou pendant les cours pour le respect des gestes barrières. Parce que normalement, il faudrait se nettoyer les mains tous les heures ou tous les 2 heures. Vous imaginez un peu la cacophonie. Tout ceci n'est pas contenu. Tout ceci n'est pas contenu parce qu'on veut tout réglementer, mais en réalité, les choses qui sont essentielles, vraiment pas. Donc, à l'état de choses, on dit aussi, là aussi, alors, port du masque obligatoire, je le répète, pour moi, ce n'est pas du tout une circulaire, on peut contester. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait les protocoles tout près de l'arrivée pour éviter que les avocats aient le temps d'aller contester les choses et on va voir ce qu'on peut faire pour aller très vite. Alors juste, Allez-y. ça commence un peu à s'agacer là. Concrètement, on fait quoi le jour de la rentrée? Le jour de la rentrée, vous pouvez parfaitement envoyer vos enfants à l'école sans masque. La seule chose qu'il y a, si c'est à Paris, attention, parce que pour le moment, il y a l'arrêté qui impose les masques dans la rue. Si vos enfants ont plus de 11 ans, ils risquent de se prendre une prune. Après, bien sûr, on ne peut pas la contester, mais vaut mieux aussi. Et ils peuvent rentrer sans masque, parce qu'il y a écrit, cependant, le ministère a doté les écoles. Donc, vous pouvez le faire, parce qu'il n'y a pas écrit du tout que s'ils n'ont pas de masque, il y a une sanction. Donc, à l'état actuel de choses, du fait que le ministère a doté, alors on voit très bien quel est le but. C'était de ne pas enquiquiner, mais vous pouvez les envoyer sans masque. Après, sous la question de masque, le problème se pose. Pourquoi? Combien de masques? Changement de masque? Tout le temps? Quand? Comment? Très bien. Il y a écrit, les masques, quand ils ne sont pas utilisés, ils doivent être accrochés de manière isolée, ou enroulés et mis dans une poche. Mais vous êtes en train de plaisanter ou quoi? Ça veut dire qu'on est en train de conseiller, et alors là, sous le plan de la santé, c'est une catastrophe. Normalement, quand vous enlevez le masque, si c'est un masque, vous devez le jeter. Parce que le fait de l'enrouler, vous l'imbimez de bactéries et le cas échéant de particules virales, si effectivement des particules virales se sont accrochées sur le tissu ou le papier tissu. Vous imaginez la connerie monumentale. On voit aujourd'hui, moi je vois des gens avec des masques noirs, sales, parce qu'on voit très bien que les gens les utilisent pour pro forma, pour respecter la loi, mais c'est pire encore. On a fait quand même on dit qu'il n'y a pas de danger, on a fait quand même des petits tours microscopiques des masques pour voir quand même que ce sont des nids de bactéries au bout de quelques heures d'utilisation. Et personne ne peut nier qu'effectivement porter le masque en permanence. Et surtout, attention, pour un professeur qui doit parler, parce qu'encore, des infirmiers, des infirmières qui l'utilisent pendant une opération, à part le médecin qui donne des ordres, mais on papote pas et on fait pas la fête, on respire. Mais quand un professeur doit parler, vous imaginez moi avec un masque là, en train de discuter avec vous, avec l'émission, avec les potions qui ressortent de manière naturelle, ça veut dire que toute la paroi interne de mon masque, elle se remplit de microbes. Après, je vais faire quoi? Je vais plier, je vais accrocher mon masque, et ils disent dans un endroit qui soit isolé. Vous imaginez la beauté de la situation? Vous avez des porte-manteaux sous lesquels on accroche le masque. Et alors, celui qui se trompe, qui va récupérer le masque de l'autre, c'est écrit noir sur blanc dans le protocole, mes enfants. Je ne vous raconte pas de conneries parce que, vous voyez, je suis fatigué, je suis épuisé parce que, à lire tous ces paperasses écrites par des idiots, il faut des heures et des heures et des heures. Et après, je dois vous le relater, parce que c'est la différence entre papoter, aller à la télévision, raconter des conneries, les journalistes répéter les mêmes conneries tous les jours, mais après, il y a le droit, c'est-à-dire ce qui se passe dans la réalité. Donc, aujourd'hui, vous demandez quel est le protocole sanitaire concernant les masques. Parlons du protocole sanitaire des masques tel qu'il est fixé. On met bien dans les annexes de l'arrêté, par exemple du décret, le type de masque, comment, etc. Et pourquoi on ne peut pas faire ça dans un décret qui soit bien fait, pour que les choses soient claires? Vous n'avez rien dans le protocole concernant les déchets. Parce que vous savez, chers amis, là aussi, il y a un gros problème. Et les déchets? Parce que les masques, moi, je veux savoir. Parce que moi, mon enfant, au lieu d'écrire, je ne donne pas mon consentement. Écrivez. Comment entendez-vous changer les masques? Combien de temps? Vous les mettez où? Vous les mettez où? Pourquoi? Parce que le problème, ce sont les déchets. Parce que là aussi, chers amis, le gros problème, c'est que nous avons des produits qui doivent faire l'objet de l'application de l'article L1335 petit trait 1 du Code de la santé publique. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une traçabilité
pouvoir que ces déchets soient mis et isolés. Ce sont des déchets comme les déchets médicaux. Le masque qui est porté par les infirmières et les médecins pendant l'opération sont jetés dans des poubelles spéciales avec un traitement spécial qui suivent un régime spécial. Vous ne le trouverez pas, ça. Parce qu'en réalité, ce qui compte, on fait respecter les mesures barrières. Après, on se chope des bactéries. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme les maladies nosocomiales. Aujourd'hui, on meurt plus de maladies nosocomiales des hôpitaux que de la Covid-19. Mais effectivement, on n'en parle pas. C'est pour ça qu'on ne fait plus l'hospitalisation. Parce que dès que tu vas à l'hôpital, tu risques de mourir pas de ce que tu avais, mais de la maladie qui t'a chopé à l'hôpital. Eh bien, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nos enfants ne risquent rien de la Covid-19. 0 à 11 ans, 0. 0 à 18 ans, 0. 0 mort. 0 personne hospitalisée. C'est noir sur blanc. Je ne suis pas médecin. Je vous renvoie à tous les lanceurs d'alerte, à tous les médecins, au Toubiana, au Raoul qui vous explique que des 0 à 18 ans. Nous sommes en train de protéger qui? Ah ben oui, on a compris. Parce qu'avec M. Castex, on a de protéger papy et mamie. Et alors vraiment, les conseils qu'il donne, c'est du droit magnifique. Monsieur le Premier ministre nous dit que papy et mamie ne doivent pas aller chercher les enfants à l'école. C'est merveilleux. Effectivement, c'est là le problème. Alors papy et mamie, je respecte parce que moi aussi, vous savez, j'ai 59 ans, je pourrais être grand-père, alors que je suis actuellement seulement père. Mais si je veux aller chercher mes enfants, je mets un masque si j'ai envie de le mettre. Je me mets avec un scaphandre si je veux mettre un scaphandre. Mais j'irai chercher mes enfants. C'est pas Monsieur Castex qui va me conseiller en tant que papy, d'aller ne pas chercher. Papy, je vous dis, Monsieur Castex, Monsieur Papy fait de la résistance. Et c'est ça que vous devez bien comprendre. Tous les ministres de gouvernement, le droit, les arrêtés, il fait de la résistance parce que vous faites n'importe quoi sur un plan légal. Et sur le plan, ce que vous faites, c'est illicite, c'est illégitime. Et c'est du grand n'importe quoi. Mais moi, je vous le dis en droit. Je tente de vous le dire en droit. Et de convaincre les gens. Donc, je répète, pas de traçabilité, pas de problème des déchets, tout ça n'est pas traité. Alors que moi, je voudrais des textes. Je voudrais savoir où vont les masques. Je voudrais savoir quel traitement on fait de ces masques qui sont infectés. Parce que, indépendamment de la Covid-19, ces masques sont infectés. Ça veut dire qu'il y a de toute façon des bactéries qui conditionnent effectivement ces masques. Donc, voilà la réalité. Voilà à quel point nous sommes. À quel point nous sommes. Et là, on arrive aux sanctions. Alors, j'aimerais qu'on écrive 3 points. Fondement légal des masques. Texte légal, fondement qui m'oblige les masques. Combien de masques doivent porter? Où sont les masques quand mon enfant va manger à la cantine? Quel masque doit-il reprendre pour? Toutes ces questions-là, qui soient réglementées, mais en droit. Et ensuite, pendant l'école, si mon enfant se trouve dans un état d'asphyxie, parce que ça peut être le cas, il fait quoi? Ben, il enlève le masque, il va l'enlever, et il a le droit de le faire. Et il a le droit de le faire. À ce moment-là, ils décideront, ils vont le renvoyer à la maison. Peu importe, mais il a le droit de le faire. Il n'y a pas écrit parce que si je me sens mal et j'ai du mal à respirer, je m'enlève le masque. Parce que personne ne pourra m'interdire de me mettre physiquement quelque chose sur mon corps contre mon gré, sauf effectivement, à ce moment-là, à m'expulser. On va voir sur quel fondement. Ça veut dire les sanctions. Où elles sont inscrites les sanctions que ce monsieur le directeur prétend mettre en exergue? Elles sont où les sanctions? C'est où la sanction spécifique de la Covid-19? Ah non, ce sont les sanctions générales, pardon? Sanctions générales. Est-ce que je peux connaître aujourd'hui quel est le régime général des sanctions qui pourrait s'appliquer avec des mesures qui sont comme celles des masques? Je ne les connais pas. Vous savez, en droit français, il y a un principe de l'égalité. La sanction scolaire se rapproche beaucoup de la sanction pénale. D'ailleurs, nous, les avocats, quand nous intervenons devant des conseils de discipline. Et je peux vous dire que nous raisonnons de la même manière qu'en termes de principe de légalité. Ça veut dire, d'abord, l'infraction existe, quelle est l'imputation, quels sont les éléments constitutifs de l'infraction, quelles sont les sanctions directement liées à cette infraction, et ensuite la proportionnalité de la peine en fonction de l'événement, en fonction de la gravité de l'acte. Donc c'est pour cette raison. Et ça, ce sont les étudiants. Il y a une question qui revient souvent, c'est par rapport aux enseignants. Comment ils vont faire avec le masque? Magnifique question. Nous avons également Marilyn qui est prof d'anglais et qui dit qu'il lui faut un masque par heure au moins. Bien sûr. Premièrement, les masques pour les professeurs, c'est une certitude. C'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit les donner ou l'employeur dans le cadre d'une école privée. C'est une réponse claire, nette et précise. Mais là aussi, je demande à tous les professeurs demandez le fondement légal, c'est-à-dire le mot légal, demandez quelle loi, quel décret vous impose le port du masque dans le cadre de votre école. Quel est le texte qui vous impose que vous devez le porter toute la journée? C'est la chose importante. Vous demandez
quelles sont les sanctions qui seraient appliquées au cas où vous ne portez pas le masque et quel est le fondement légal. C'est le premier acte que vous avez le droit de faire. Vous avez le droit parce qu'aujourd'hui, vous avez un protocole. Vous savez que trouver des protocoles, déjà, dans le méandre de l'Internet, c'est pas chose facile, hein. Vous savez qu'il faut du temps pour aller déjà piocher et trouver tous les avis du Haut Conseil, les différents protocoles, les différentes recommandations, parce que c'est une cacophonie monstrueuse, hein. Vous savez, les gens qui travaillent au ministère, ils passent leur journée à débiter, parce que plus on va inonder, plus on va emmerder, et plus on va s'amuser. Voilà la réalité dans laquelle nous sommes. Donc, monsieur le professeur, hier soir, j'ai regardé une émission, un extrait d'une émission qui m'a été envoyée en disant un professeur qui dit, moi, il était prof dans un prépa, il dit, moi, je ne mettrai pas le masque. Mais il a parfaitement raison. Comment on peut enseigner pendant 2 heures sans le masque? Alors là, c'est pour ça que l'analogie après a sa valeur. Pour quelle raison des présentateurs de télé qui sont maqués parce que c'est effectivement une situation où vous avez un Drahi qui est un grand pote de Macron, que peut-être il va obtenir que sur le plateau télé, il ne puisse pas avoir de masque pour que les présentateurs et leur gueule enfarinée ne soient pas privés de vue par les téléspectateurs. Eh bien, pour quelle raison un téléspectateur, lui, il serait privé du masque parce qu'il est présentateur à la télé et un professeur qui va enseigner une journée entière aurait le masque? Mais le masque va le priver d'oxygène. Déjà, parler normalement sans masque est dur. Avec un masque, c'est super dur. Et quand on enseigne aussi, comme on disait, avec le visage, avec les expressions, ce qu'on dit avec le regard du visage, c'est-à-dire nos mouvements, quand on veut exprimer quelque chose de fort. Enseigner, c'est pas débiter à parole en cours. Donc, vous avez aujourd'hui un fondement légal compliqué, tant pour les étudiants, pour les écoliers, que pour vous les professeurs. Ne vous dites pas, demandez à votre recteur, demandez à votre directeur d'école de vous donner le texte légal à fondement de l'obligation. Et demandez-leur de vous donner la sanction correspondante. Mais le fondement légal, vous vous rappelez, légal c'est constitution, loi, décret, arrêté, circulaire réglementaire. Alors, en dehors de ça, il n'y a pas de texte légal. Un protocole n'est pas un texte légal. Alors juste, Carlo, est-ce que les directeurs ne vont pas mettre le port du masque dans le règlement intérieur de l'école et avec des sanctions du genre exclusion ou est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Attendez, tout texte, c'est une bonne question et je réponds. Le fait que l'on puisse mettre et créer un texte, un règlement intérieur peut être contesté. Il peut être contesté en attendant une sanction. Mais il peut contester quand il est fait. On a le droit de le contester devant le tribunal administratif, y compris un référé. Tous les textes, que ce soit les textes légaux, les textes de la loi peut être attaquée devant le Conseil constitutionnel, on peut demander qu'une loi soit examinée sur le plan constitutionnel par une QPC, une question préalable de constitutionnalité, on peut tenter de la contester en mettant la comparaison entre la loi et un traité, mais on peut contester toutes les normes administratives. Un décret se conteste devant le Conseil d'État, un arrêté se conteste si c'est un arrêté ministériel devant le Conseil d'État, et après vous pouvez contester un arrêté préfectoral devant le tribunal administratif, et un règlement académique peut être contesté devant le tribunal administratif. Donc il ne faut pas avoir peur, vous êtes là devant ces gens qui pendent des normes comme si c'était la bouche de la vérité. Pas du tout. C'est le droit et non la loi qui prime. Ça veut dire que le mot droit inclut qu'une loi, un texte, un décret. Alors si on devait accepter tout ce que les directeurs vont faire, et je vous le dis, échappe aux directeurs des écoles le droit d'imposer des masques parce que cela ne relève pas de leurs compétences. Il n'y a pas de compétence textuelle qui est donnée par la loi du 9 juillet et le décret du 10 juillet qui puisse donner à un quelconque chef d'établissement le droit d'imposer le masque. Et ça, je vous le dis, je vous le répète, je mets au défi quiconque, vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'insulter, ceux qui ne sont pas d'accord, je m'en fous, mais on ne m'insulte pas, on répond en droit. Que quelqu'un me dise, puisse me dire qu'un réglementaire peut le faire, et sur quelle base? Vous savez, la question reste toujours une opinion juridique contre une autre, le tribunal tranchera. Mais moi, ce que je veux dire, ne soyez pas soumis à des lois et à des textes qui sont illégitimes. D'autres questions? Et nous avons le commentaire de Gagnère qui nous explique où vont les masques après l'utilisation. En tant qu'infirmière libérale, elle est obligée d'apporter les déchets dans un sachet jaune spécifique, dont les masques dans des bennes spéciales, souvent chez les pompiers. Alors, maintenant, je la remercie beaucoup. Comment elle s'appelle, comment?
Gagnère. Gagnère, je la remercie beaucoup. Parce que moi, chaque fois que vous m'apportez de l'eau au moulin, je ne peux qu'être heureux de pétrir le blé. Mais bien sûr, chers amis. Mais bien sûr. Elles viennent confirmer ce que je dis. Ce sont des déchets. Donc ça veut dire quoi? Vous n'avez rien. Où ils vont? Où tous ces masques? Vous imaginez une école avec 500, 600 élèves qui portent le masque dans une journée, qui doivent changer quasiment tous les 2-3 heures. Ça veut dire 1008, 1005, 2000 masques plus les professeurs. Elles vont où? On les mélange quoi? Avec les serviettes et les torchons? On les mélange avec les papiers des brouillons d'école? Mais attendez, mais c'est gravissime. Vous savez qu'on est en train de créer un drame écologique. Les masques, on les retrouve dans les gens les envoient dans les toilettes. J'ai eu quelqu'un qui travaille chez Veolia. Il m'a dit, Carlo, c'est une catastrophe. C'est un des directeurs. Les gens envoient les masques dans les WC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on retrouve les masques dans les dépurations d'eau. Ça veut dire tout simplement que c'est comme les lingettes. Vous savez qu'il y a les lingettes qu'on peut mettre dans les WC. C'est comme les gens mettent les masques dans les WC. Ça veut dire que nous sommes dans une situation catastrophique. Nous avons aujourd'hui les masques qui sont récupérés dans les filets des pêcheurs. Vous marchez dans la rue, vous avez des masques. C'est quelque chose de catastrophique. Alors que il y a l'intérieur, il faut bien l'organiser, et il y a l'extérieur où normalement les masques sont inutiles, parce que là maintenant avec Madame Ferris, alors là, je modifie quelconque, elle dit qu'on ne peut plus manger un sandwich ni fumer une clope quand on est extérieur parce qu'on n'a le droit pas de baisser le masque. En l'état de choses, je mérite connaître le texte, le fondement de la poursuite. Là aussi, nous verrons bien, parce que Madame Suris est en train de devenir la petite dictatrice de Paris, et il est clair qu'aujourd'hui, invitée comme une hystérique sur le plateau en train de débiter sa mélodie, qui est une mélodie pathétique, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de peine. Et imaginez un peu, elle est écolo. Parce que si elle était d'un autre parti que de celui que je suis en train de penser, et je pense que là, on aurait dit tout de suite, vous avez le résultat d'avoir le Front National au pouvoir, elle est écolo. Et vous voyez comme elle parle aux gens, comme elle nous traite, c'est une simple adjointe au maire à l'écologie à Paris. Vous imaginez un peu si elle était président de la République. On serait maintenant tous en garde à vue, en train de fermer notre gueule. Alors juste Carlo, il y a quelque chose d'assez grave quand même. En fait, il y a une personne qui s'occupe de jeter les déchets dans une école, là, qui vient de réagir, et qui nous dit que parfois, et même souvent, ils n'ont pas de gants de protection pour ramasser les masques. Mais vous ne devez pas les ramasser. Si vous n'avez pas de gants de protection, vous ne devez pas les ramasser. Et il faut encore qu'il y ait une benne spécifique. Ne vous pliez pas à des ordres illégaux. Ça veut dire tout simplement que si vous n'avez pas les gants de protection, vous mettez en péril, et là c'est un vrai péril imminent, vous avez le droit de retrait, le droit de ne pas accomplir la tâche, parce que vous mettez en péril votre santé. Parce que des masques qui ont été utilisés et cumulés, c'est un nid de bactéries au minimum, parce que ça c'est sûr. Après le virus, de toute façon, elles sont inutiles pour les virus. Mis à part les potions et la protection, on le sait très bien, il n'y a pas écrit sur les masques, ça protège contre le virus. Donc c'est un nid de bactéries. Toutes les bactéries que nous émettons, que nous respirons, tous les jours nous respirons et nous émettons des bactéries. Donc c'est des bactéries. Donc vous ne touchez pas les masques, c'est quand même quelque chose d'extrêmement grave. Et nous avons également Alban qui nous dit qu'il a retiré ses 2 enfants du système scolaire. On va leur faire l'instruction en famille, car plus d'autres solutions. Et grand merci à vous, maître, pour tout ce que vous faites. Écoutez, je le remercie beaucoup, et il n'y a pas de honte à élever les enfants en famille. Si on peut le faire, qu'on le fasse, parce qu'effectivement, si aujourd'hui je pouvais faire l'instruction à mes enfants en famille, je vous dis, je le ferai, pour éviter que mes enfants soient aujourd'hui bâillonnés dans une école, alors que l'école, c'est l'expression. L'école, c'est le contact. L'école, c'est la vie en société. Et mes enfants ne risquent rien, parce que même si ils ont 14 ans et 16 ans, ils ne risquent rien s'ils ont la Covid. Ils ont certainement eu le coronavirus et d'autres coronavirus qui sont déjà passés et qui, effectivement, sont immunisés, parce que la vie fonctionne comme ça. Ça s'appelle l'immunité collective ou l'immunité de troupeau. Voilà la réalité. Mais si on veut se plaindre du protocole, on s'adresse à qui exactement? Mais non, il faut le contester. Ouais. Il faut saisir Réaction 19, on travaille ensemble, et le protocole que nous allons mettre en place, le protocole que nous allons pouvoir contester, le contester devant le Conseil d'État, dans le cas de référé, pour disant qu'il n'y a pas de protocole sanitaire, parce que juridiquement parlant, il n'y a pas de délégation qui est donnée au ministre pour pouvoir fixer les règles de la Covid-19, qui sont fixées par la loi seulement à profit du Premier ministre et le cas échéant au préfet. Et ensuite, il y a le fond.
Ils le font, c'est-à-dire le vrai intérêt de porter les masques. Mais ça, c'est un débat médical. Il y a tellement d'articles maintenant sur le masque. Il y a maintenant beaucoup qui disaient que les masques à l'extérieur étaient nécessaires. Maintenant, ils ont changé tous de fusil d'épaule parce que maintenant, elles sont très utiles à l'intérieur. Elles ne sont plus utiles à l'extérieur. Donc voilà le débat que nous vivons aujourd'hui dans le cadre des masques et de l'école et du port du masque. Juste, mais comment on fait pour garder ses enfants à l'école? C'est impossible. Genre, on va jamais les autoriser à garder les enfants à la maison. Alors, pardon. chers amis, non, garder les enfants à la maison, c'est le droit que nous avons dans le cadre de l'instruction. Je l'ai déjà dit et je le répète encore. En droit français, l'école est obligatoire dans le sens que vous avez l'obligation de scolariser les enfants. Mais les enfants peuvent être scolarisés dans le cadre d'une école publique, dans le cadre d'une école privée, et puis les parents peuvent assurer eux-mêmes l'école des enfants. D'accord? Ils sont les responsables légaux et ils peuvent effectivement faire une demande, informer, il y a des règles, il suffit de taper scolarisation des enfants à la maison, il n'y a rien d'extraordinaire, on peut le faire. Nous avons Marie qui se demande pourquoi les journalistes ne portent-ils pas de masque. Mais parce que les journalistes, chers amis, sont les grands amis à travers les patrons des chaînes de ceux qui ont le pouvoir. Vous avez compris ce qui s'est passé, Madame Borne, elle a soutenu Mordicus, port de masque partout. Alors c'est des grandes communications du ministre du Travail, sans concertation, sans discussion avec les syndicats, parce qu'en droit français, il y a quand même des accords collectifs. Donc à la limite, on aurait pu signer un accord collectif, mais Geoffroy de Bézieux n'avait aucune envie de signer un accord collectif prenant la responsabilité d'imposer les masques à tous les chefs d'entreprise. Donc c'est pour cette raison que Mme Borne a fait les grandes annonces. Et après, rétropédalage, on va saisir tout de suite le Haut Conseil de la Santé pour que, normalement, aujourd'hui, nous aurons dû connaître, au moment où nous parlons, je ne l'ai pas vu, avant de venir en transmission, je n'ai pas vu effectivement le conseil que s'était prononcé. Et vous avez eu Peter Zeski qui est invité dans les grandes gueules aujourd'hui, les GG sur RMC, qui était introduit de 11h à 40 et qui nous a raconté des bobards parce qu'il ne sait rien. Alors ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le Haut Conseil décide et impose. Je vous donne un conseil, vraiment, tapez au conseil, prenez la liste de tous les avis, vous les imprimez et vous trouvez tout ce qui est dans les avis, vous le trouverez dans les décrets et dans les arrêtés. Alors, ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre la dictature de la santé publique avec ce comité qui impose ses faits et gestes à la France et nous devons fermer notre gueule. Alors juste, il y a une personne qui te dit, Carlo, qu'elle insiste, Maître Broussa, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, mais l'instruction. Bien sûr. Il n'est pas obligatoire de suivre le programme scolaire. Mais c'est ce que je viens de dire. C'est ce que j'expliquais, que ce n'est pas l'école, l'instruction. L'école, c'est le lieu où on va. On peut aller dans une école publique, dans une école privée, dans une école sous contrat, et après, on peut s'instruire à la maison en informant. Ça veut dire qu'on informe le directeur d'académie et la DASES qu'on met en place, et on met en place ce qu'on appelle un protocole, ou disons ce terme-là, d'instruction, qui permet effectivement d'instruire les enfants à la maison. Et ensuite, ils passeront des examens, c'est-à-dire les différents passages, il y a des contrôles de connaissances qui sont faits, donc on est parfaitement d'accord. Nous sommes parfaitement d'accord. Et nous avons également Laurie qui se pose la question, si la personne tombe malade à cause du port du masque, qui est responsable? Ah, c'est pour cette raison qu'il y a une chose très importante. Alors là, il y a un texte qui a été voté lors de la sortie du confinement, qui effectivement a fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire que la question est de dire, ah là là, il y a des bêtises pour la Covid-19. Bon, en réalité, il y a un texte qui exonère quasiment tout le monde des responsabilités pour ce qui est pris comme décision dans le cadre de la Covid-19. Donc c'est pour cette raison que les actions seront très difficiles à faire. Sauf si là, vous écrivez ou vous adressez un courrier recommandé à votre directeur d'école en lui disant aucun texte n'impose le port du masque légal. Ce protocole est un protocole illégal parce qu'il ne rentre pas dans les compétences de la loi du 2 juillet. Et je vous demande d'assumer les responsabilités si mon enfant devait subir des conséquences graves pour sa santé à la suite du port du masque. On a le droit. Vous avez le droit d'écrire au recteur, au directeur, au ministre.
vous pouvez m'aider parce que je vous rappelle que j'ai écrit au ministère, je viens d'écrire encore au ministère concernant le fameux arrêté et les dispositions de santé publique qui ont été prises sans l'avis, parce que vous savez que M. Lallemand a pris l'arrêté qui impose le masque à Paris sans aucun avis de l'ARS. On ne sait pas où il est publié, alors que normalement, le texte du décret impose qu'un avis soit donné. Voilà la réalité, voilà le problème dans lequel nous sommes. On va continuer avec quelques questions ici. Alors, peut-on refuser les tests PCR s'il y a des collèges des positifs Covid? Alors, la question, c'est qu'on peut refuser. Le seul problème, c'est ensuite l'accès à l'école. Alors là, le problème qui va se poser, ça sert ensuite de saisir les autorités juridiques, judiciaires, pour avoir une réponse. Mais à l'état actuel de choses, si un test va être imposé pour arriver à rentrer à l'école, vous risquez de devoir faire le test à votre enfant. Qui dit la clause en cas de pandémie d'État, les pleins pouvoirs et devient responsable et propriétaires de nos enfants qui sont à l'intérieur de l'établissement? Pouvez-vous m'affirmer ça? Bon, je vous affirme, l'école ne devient pas propriétaire des enfants. Les enfants sont transférés simplement dans le cadre de la garde et sous la responsabilité de l'école, mais les parents gardent l'autorité parentale et c'est aux parents qui revient la protection de la santé, y compris à l'État qui joue son rôle. Aujourd'hui, peut-être, l'État protège trop notre santé et on commence à en avoir ras-le-bol, on a envie de dire. Mais vous savez, ce qui fait l'État aujourd'hui avec la santé, c'est la conséquence de tout ce que nous avons fait. Parce que c'est beau, on a réclamé des droits. On a demandé à l'État de s'occuper de nous materner, de nous faire tout. Et maintenant que l'État dit, tu as voulu de moi, que je m'occupe de toi, que je t'aide pour vivre, que je t'indemnise quand tu as besoin, que je te paye les pneus de la voiture quand tu en as besoin, parce qu'il y a aussi que je t'aide à manger, que je t'aide à boire, que je te finance, que je donne des allocations de tous les côtés. Et maintenant, pour la santé, tu ne veux pas que je m'occupe de toi? Et c'est là, mes amis, on a quitté l'État libéral, on a voulu un État socialo-communiste et un peu libéral. Macron parle de libéralisme où il veut bien, mais garde du socialisme ce qu'il a envie de garder. Donc, on récupère ce qu'on a semé, chers amis. C'est beau réclamer des droits, c'est beau réclamer de ne pas fumer dans les restaurants, c'est beau réclamer d'aller à 80 à l'heure, c'est beau réclamer d'aller à 130 à l'heure, c'est beau réclamer des obligations de tous les côtés, et après là, on n'a plus envie d'en avoir. Eh bien, chers amis, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il faut peut-être revoir les fondamentaux de la République et de la démocratie pour un rééquilibrage entre ce qui est le droit et les devoirs et ce qui est le risque en société. Parce que si vous voulez une vie aseptisée, sans risque, ne mettez au monde aucun enfant. Ne faites pas d'enfants, c'est inutile. Parce que pour mettre au monde de robots, on va chercher un algorithme, on met au monde un robot, il va bien se comporter. Mais mettre au monde des enfants avec un cerveau, avec une âme, avec le cœur, et puis leur faire vivre une vie dans laquelle ils seront emboîtés parce qu'ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas agir, ils ne seront pas libres, c'est pas ça la vie. Alors, je vous dis sincèrement une chose, je fais 2 enfants, je suis très heureux, je me bats pour leur laisser la liberté. Parce que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, ce n'est pas un monde de liberté. Parce que là, on voit encore la manière, nous sommes en dehors de l'état d'urgence et on y est dedans. On reparle à nouveau de confinement, de prison, de confinement, mais c'est le mot prison. On empêche un restaurant, ça veut dire quoi? Fermeture à 23h, parce que j'ai vu les images de la dame qui fait des glaces, qu'il y a une dame qui arrive avec son enfant à 23h minute et la police, avec le préfet, avec les caméras, là pour filmer une scène que je trouvais pathétique. Et les journalistes qui ne réagissent pas, les journalistes qui regardaient, vous voyez, l'application stricte de l'arrêté, application stricte. Mais c'est une explication de couillon, ça. C'est pas une application stricte. Ça sert à quoi de fermer les gens, les restaurateurs? Il y en a certainement derrière, beaucoup qui regardent, eh bien, ils ne peuvent pas aujourd'hui arriver à sortir. Et il y aura une catastrophe dans les semaines à venir concernant l'économie et le commerce en France. D'autres questions? Oui, nous avons Brigitte qui nous informe qu'il est obligé d'apporter assiette, couvert et bouteille d'eau à la cantine pour les enfants. Alors, en l'état actuel de choses, je ne sais pas qui a fixé ce règlement, mais je ne connais pas de disposition légale ou protocolaire qui impose de porter les verres, les assiettes et les couverts. Je dirais même que c'est contraire à une bonne logique de santé publique, parce que porter les éléments de chez soi, si l'hygiène à certains égards n'est pas respectée, c'est pour ça d'ailleurs qu'on interdit d'apporter les choses chez soi, parce que compte tenu du fait qu'on ne connaît pas les mesures d'hygiène qui sont appliquées individuellement, on connaît celles qui sont fixées collectivement. Donc ça me paraît complètement absurde qu'en plein Covid-19, on autorise des choses de l'extérieur à les apporter à l'intérieur, alors que l'on sait que s'il y a quelque chose qui a été touché par la Covid,
Cette transmission va se faire au niveau du contact avec les choses. Donc c'est une absurdité. J'aimerais que ces personnes nous envoient un courriel, qu'ils nous disent que c'est une école privée, une école publique, mais c'est une absurdité en termes de santé. Je continue sur les questions. Et on est déjà un peu... Je dois répondre sur les employeurs, chers amis. On doit répondre dans le cadre du travail. Je sais. Mais sur la question du travail, le problème, c'est que nous ne connaissons pas actuellement la position du Haut Conseil de santé. Donc, automatiquement, je parlerai sur la base des critères légaux. Et ensuite, nous verrons bien. Et je ferai, le cas échéant, ce week-end, quitte de le faire de chez moi ou ici, je verrai bien comment je peux m'organiser, ou dans le cadre du studio, pour faire, si je connais la position prise, quelles sont les règles qui seront exposées. Je reviens je pense qu'on a répondu quasiment à toutes les questions. Oui, parce que je l'ai fait au fur et à mesure des éléments. Il semblerait qu'elles vont être calculées. On a des rendez-vous de sortie, les enfants. Ok, c'est bon. Alors juste, Carlo, avant de passer à la suite, on voudrait juste remercier les personnes qui nous suivent et qui débattent pendant qu'on parle là, parce que vraiment, ça fait vivre le débat et on soulève des points parfois qu'on n'a pas soulevé nous, donc merci à vous et on vous aime, c'est votre chaîne et n'hésitez pas à commenter encore. Voilà. Moi je voulais vous remercier parce que vraiment, excusez-moi, je me sèche un peu, il fait très chaud, il fait très chaud et je voulais vraiment vous remercier parce qu'avec cette participation, ces questions, c'est vraiment ce que nous souhaitons en tant que Réaction 19 et c'est quelque chose de merveilleux. Je voulais vraiment vous remercier de tout cœur et vraiment, vous voyez, je ne suis pas de faire de monologue, mais attention, pas de malentendu. Carlo Brusa n'est pas un Dieu vivant, je ne suis pas là pour dire des vérités. Je tente, à travers des arguments de droit, de vous expliquer que ce que les gens présentent comme des choses acquises, coupées dans le beurre, c'est faux. C'est faux parce qu'on peut discuter chaque chose, il faut réfléchir au mot. Et quand on prend les entreprises, eh bien, on quitte l'école, mais s'il y a encore quelques questions de rattrapage sur l'école, je ferai. Mais là, on passe à l'entreprise. Okay. L'entreprise, on va l'affronter de deux volets. Alors, on va affronter le volet que l'on peut parler, je dirais, le volet légal, la mise en œuvre du processus légal de l'obligation du masque, comment va se dérouler la vie d'entreprise et le cas échéant, les sanctions. Premièrement, il y a quelque chose qui me choque terriblement. Aujourd'hui, on va parler encore de protocole pour les entreprises. Là, il y a quelque chose que vous devez bien comprendre, je le dis aux employeurs et je le dis à tous les salariés de France, tous les employés de France. En droit français, les sources du droit du travail, c'est d'abord la Constitution, la loi qui a fixé les grands pans du Code du travail. Vous avez ensuite les décrets, tous les domaines d'application des décrets. Vous avez des arrêtés qui fixent différents critères, qui peuvent être par exemple, quand vous avez le problème bactériologique, c'est un arrêté qui classe, par exemple, le SARS-CoV parmi les maladies du groupe B ou du groupe 2. Pour le moment, le STRAS-2, la COVID-19, n'est pas classée en dehors du B. Ensuite, vous avez des arrêtés qui peuvent être pris par un préfet. Dans le cadre d'une activité spécifique, vous avez une entreprise particulière qui peut être dangereuse dans un coin, il peut prendre des arrêtés et imposer donc des règles à l'entreprise spécifiques. Et ensuite, vous avez des accords collectifs. Ça veut dire les accords collectifs, ce sont des normes qui sont le fruit de la négociation entre les syndicats et les représentants des patrons. Ça peut être des accords nationaux, ça peut être des accords particuliers, comme on appelle des accords de branche. C'est des accords collectifs qui font naître, c'est la loi elle-même qui dit, par accord collectif, les patrons et les syndicats peuvent trouver des normes spécifiques qui soient plus favorables aux salariés, par exemple, c'est le cas, donc souvent dans les accords collectifs, et régler branche par branche les questions particulières. C'est fait pourquoi ? Parce qu'effectivement, quand on travaille dans le bâtiment, ce n'est pas la même chose quand on est ouvrier dans une entreprise de plastique, ou dans la chimie, ou dans la télévision, ou dans l'informatique. Donc, les accords de branche ont cette... Mais la norme qui découle, qui devient règle de droit, est une norme qui est le fruit d'une négociation. Le droit du travail, les textes du droit du travail, ne prévoient nullement un protocole sanitaire qui est fixé par le ministre du Travail. Et ça, je vous mets au défi. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'insulter, vous me traiter de ce que vous voulez. Je vous le dis, je vous le réitère, les sources du droit, parmi les sources du droit, il n'y a pas le protocole de Madame Borde. Ça veut dire que, qu'est-ce qui va se passer ? De toute façon, il est clair
qu'il ne s'agira pas d'un accord collectif. Parce que aujourd'hui, imaginons que la commission, le Conseil de santé, va rendre un avis. Cet avis devrait faire l'objet, le cas échéant, dans le cadre d'un accord collectif, d'une réunion entre les syndicats et les patrons, sous l'égide, le cas échéant, du ministre, pour tenter de mettre en place un accord collectif. Donc c'est impossible d'affirmer que le 1er septembre, parce que si c'est le fruit d'un accord, il faudrait qu'il y ait un accord entre les deux. Ça veut dire tout simplement que pour le 1er septembre, si on veut que les salariés, il faut que quelqu'un prenne des dispositions. Alors attention, je reviens à mon état du droit. Si la loi de 9 juillet a donné mandat au Premier ministre, c'est au Premier ministre, le cas échéant, de prendre des dispositions par un décret et dire le port du masque, le cas échéant, dans les entreprises. Ce n'est pas à Madame Borne. Et le Premier ministre ne peut pas donner mandat au ministre du Travail. Ce sont des choses que je vous affirme en termes de droit, qu'elles sont irréfutables, mais si quelqu'un veut les contester, peut me le dire, il n'y a aucun problème. Mais ça fait partie des choses qui sont évidentes. Alors, on protocole, on dit c'est la loi, c'est une connerie. Les gens, quand on parle de la loi, il y a déjà la loi et les normes juridiques. La loi, c'est celle du Parlement, les normes juridiques, ce sont les autres. Et le protocole n'est pas une norme juridique. Une seconde, sur un point très important. Donc, ça veut dire tout simplement que là aussi, quand on va poser la question ce week-end sous le protocole, la question, ça sera, est-ce que moi, employeur, dois-je appliquer un protocole qui a été décidé par un ministre ? Est-ce que moi, salarié, dois-je respecter un protocole qui est pris par un ministre? Ou ai-je le droit de contester? Oui, vous avez le droit de le contester. Vous avez le droit de saisir, et nous avons le droit de saisir, le Conseil des prud'hommes, qui a sa compétence, le cas échéant. Vous avez le droit de saisir aussi les instances représentatives du personnel. Vous avez le droit de saisir aussi le CSE, parce que ce sont, pour les entreprises de plus de 50 salariés, ça sera le cas. Et vous avez le droit de saisir aussi, comme tout, si c'est un protocole qu'elle appellera national, effectivement le Conseil d'État. Parce que pour moi, le ministre du Travail n'a pas la compétence. Ça, c'est le premier point dans le cadre de l'architecture normative. C'est ce qu'on appelle le principe de l'égalité. Question. Nous avons Fabienne qui dit « Les entreprises ne peuvent quand même pas licencier si un employé ne veut pas porter un masque. » Alors ça, c'est une question qui me permet d'amener tout de suite sur le point 2. Maintenant, le point 2, c'est aussi, et là je le dis, que les choses soient bien claires. Alors, on me dit, Maître Broussard, votre bataille contre le masque, moi je n'ai pas de bataille contre le masque. Moi je suis dans une bataille contre l'illégalité et l'illégitimité des textes. Soyons bien clairs. Et effectivement, le masque, décidé de manière unanime, de cette manière, c'est quelque chose qui contredit pour moi la liberté. Et c'est une absurdité. Maintenant, pour revenir à nos moutons, un employeur peut décider le port du masque, sans avoir besoin d'un texte. Pourquoi? Parce que l'employeur a l'obligation de pourvoir à la santé de ses salariés. Et quand vous avez des salariés, plus de 2, vous avez l'obligation de faire ce qu'on appelle un document unique concernant la santé et la sécurité de vos collaborateurs salariés au sein de votre entreprise. C'est très important ce que je dis. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que l'employeur peut se réveiller le matin en disant « Ouais, je vais décider, je demande maintenant, je mets des masques à tout le monde. » Pas du tout. C'est pas, allez, je bu une bouteille de pastis, je décide de... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne qu'il faut une logique. Il faut une logique. Donc, imaginons qu'il n'y ait pas de texte de loi, qu'il n'y ait pas de texte réglementaire, qu'il n'y a pas d'accord collectif. Un employeur peut, mais il faut qu'il y ait un intérêt. Or, dans le cadre de l'évaluation des risques, il faut que l'employeur expose l'utilité du masque, mais aussi les risques qu'il peut courir le salarié à ne pas le porter, ou les risques qu'il peut courir à le porter. Parce que c'est ci qu'il faut soit absolument expliqué dans le document unique, parce que ça s'appelle l'évaluation des risques. Or, chers amis, quand il s'agit d'un règlement qui est pris à l'intérieur de l'entreprise, il y a des règles légales. C'est-à-dire qu'on a le droit de saisir le Conseil des prud'hommes concernant l'égalité, on a le droit de saisir la médecine du travail, on a le droit de contester la portée d'une disposition sans avoir besoin d'être sanctionné. Et on peut contester ab initio. Nous contestons le règlement. Je peux contester le règlement en disant qu'il est illégal. Parce que vous imaginez un jour, l'employeur se lève le matin en disant « Mettez tous une plume où je pense. » Et vas-y, on va mettre une plume où je pense. Non, ce n'est pas possible. Là, vous dites, Maître Broussard, c'est une absurdité. Oui, mais
on a vu des absurdités. Vous prenez un règlement qui disait interdiction de porter une coiffure iroquoise dans une entreprise. Eh bien, le Conseil des prud'hommes a considéré que le fait que mon employeur demande de ne pas porter une coiffure iroquoise était bien fondé. Un employeur peut demander une certaine tenue vestimentaire, l'interdire les bermudas, eh bien, ça a été admis. Donc, ça veut dire que... Mais ce sont des décisions que nous connaissons. Ce sont des décisions de justice que nous connaissons parce que tantôt les salariés ont saisi avant, tantôt ils ont été sanctionnés après, et le Conseil des prud'hommes apprécie si la portée d'un règlement, si elle est fondée ou pas fondée. Donc c'est pour cette raison que je vous dis que sous le plan du droit, il y a le droit, c'est-à-dire celui du Code du travail, les textes et ceux que l'État peut décider dans le cadre de la santé publique, et ensuite il y a les pouvoirs qui sont donnés à l'employeur. Or, concernant les sanctions, on va y arriver. Premièrement, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire parce que le protocole, entre guillemets, même si on discute de la source de droit, ne comporte pas, je n'ai pas connaissance de sanctions spécifiques. Je ne les connais pas. Je ne connais pas dans le protocole ce qui est affiché, parce qu'on les a aussi, le protocole précédent, il ne parlait pas de sanctions. Je vous rappelle que vous avez des sanctions qui sont dans le Code du travail, que si elles ne sont pas, il n'y a pas de règlement à ce niveau-là avec la liste des sanctions, c'est celle-là qu'on applique. Ça peut commencer par le blâme. Ensuite, il peut y avoir un premier avertissement, un second avertissement, même un troisième, le cas échéant. Et ensuite, on peut convoquer un entretien préalable pour un éventuel licenciement. Ça peut aller donc jusqu'à licenciement. Pas le fait de ne pas porter le masque une fois. Mais ce que je suis en train de vous dire, très important, si vous ne portez pas le masque et vous êtes sanctionné par un blâme, le blâme est déjà une sanction. Et vous avez le droit de la contester avec l'avertissement, par exemple. Vous pouvez le contester devant le Conseil des prud'hommes. Ça veut dire contester la légalité de la sanction appliquée. Et là, vous pouvez soulever à titre d'exception que le fondement légal utilisé pour vous sanctionner n'est pas bon. C'est exactement la même chose de la sanction du PV de 135 € quand le policier vous le met et qu'ensuite, devant le tribunal de police, on conteste la légalité du décret ou de l'arrêté qui a été pris pour vous sanctionner. Donc, voyez la logique. Il ne faut pas avoir peur. La seule chose que je vous dis tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, sur la question du masque, la chose, on revient un peu comme le protocole. On peut parfaitement demander quel est le fondement légal, quelles sont les sanctions, et savoir qu'ils soient affichés, qu'ils soient clairs, parce qu'au niveau de l'entreprise, l'affichage est très important de ce qui est la position applicative, parce que je pense que le protocole dira qu'il va laisser au chef d'entreprise, parce que ça va être très tordu, ils vont laisser au chef d'entreprise de fixer le cas échéant les modalités. Comme ça, en réalité, ça devient quasiment un règlement intérieur de l'entreprise, pour dire en réalité, c'est pas le règlement qui est fait par Mme Morde qui va s'appliquer, c'est le règlement qui sont faits par les chefs d'entreprise concernant le port du masque. Et le côté tordu. Mais tout peut être contesté devant la justice. Et nous avons déjà des dossiers. Ne vous inquiétez pas, nous avons déjà des dossiers. Nous avons Joao Carlos qui nous dit en commentaire que beaucoup d'entreprises vont profiter de la situation pour mettre les gens dehors pour non-port du masque. Alors, ce que je suis en train de vous dire, mes enfants, et c'est utiliser ce terme-là qui est un terme convivial, beaucoup d'entreprises vont faire ça. Non, beaucoup d'entreprises vont faire ça si les salariés vont fermer leur gueule, si les syndicats ne feront pas leur travail. Parce que, je vous le répète encore, une personne qui ne porte pas le masque une fois ne peut pas être licenciée d'un coup. D'abord, il y a une mise en demeure, un avertissement, on lui demande de le mettre, etc. Donc, c'est à partir de là que vous pouvez tout de suite contester. Vous pouvez contester la sanction de l'avertissement. Donc, à partir de là, l'employeur, quand il se retrouve devant le Conseil de prud'hommes, et on conteste la sanction, il est clair qu'il va attendre la décision qui sera rendue par le Conseil des prud'hommes ou par la Cour d'appel, si elle est saisie en appel, avant de pouvoir poursuivre son écrémage ou cette tentative d'écrémage. Donc, calme. Et puis, je dirais aussi, je suis employeur aussi de mon côté, dans la vie, ce n'est pas que nous levons le matin avec une seule avis, c'est de tuer les gens. Après, quel est notre intérêt? C'est d'avoir une entreprise qui soit sereine et heureuse. Et aujourd'hui, on sait qu'il y aura certainement des frictions. C'est pour cette raison que cette approche, l'approche qui est faite, est une approche complètement débile sur le plan de l'organisation et sur la manière de gérer les rapports dans l'entreprise. Les rapports de l'entreprise, ça relève du monde privé. C'est pour cette raison qu'on va continuer sur les questions et j'écoute. Et ensuite, j'ai aussi les questions qui ont été posées par les internautes, par les amis qui ont écrit par Action 19. Donc, on va s'activer parce que le studio que nous avons pris il va être utilisé. Donc, nous
aurons un quart d'heure de temps, mais apparemment le temps passe tellement vite et on fera peut-être une nouvelle émission, une autre émission dans les jours, demain, après-demain, si c'est le cas. Alors juste, les internautes n'ont pas compris la fraude du non légal, Carlo. Là, La fraude du non légal. la fraude de légal, je n'ai pas bien compris la question. C'est Clarifiez-moi la question, Ok, je vais répondrai. demander. Je vais arriver sur les questions qui sont posées. Première question, quid des gens qui ont été virés pour non-port du masque? Les gens qui ont été virés pour non-port du masque ont le droit de contester, ils ont le droit de saisir le conseil de prud'homme et de contester. Alors, la question, ça sera le côté abusif ou sans cause réelle et sérieuse. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez le fameux barème Macron, donc si vous ne déterminez pas qu'il y a du harcèlement ou d'autres, que le licenciement est discriminatoire, les montants des indemnités sont fixés par le barème Macron. Mais vous avez le droit, bien sûr, de contester et de saisir le conseil de prud'homme. À la dernière, je souhaite savoir s'il peut laisser le choix du port du masque à mes salariés, ça risquait quoi que ce soit. À l'état actuel, oui. À l'état actuel, oui, vous n'avez pas de texte. Donc, pour le moment, vous pouvez laisser le choix parce que pour raison très simple, c'est que le seul texte, c'est le décret du 10 juillet. Et le décret du juillet, c'est qu'il a fixé le masque pour certaines entreprises, notamment pour les commerces, etc. Mais pour les entreprises qui exercent vos activités, il a laissé la liberté de choix. Donc, à l'état actuel, et pour le bureau, par exemple, l'article 27, effectivement, exclut le masque dans les bureaux. Donc, sur ces questions-là, vous pouvez parfaitement laisser le choix. Un comédien dit que son employeur soudain exigeait le comédien qu'il fasse un test PCR. À quel titre? J'attire votre attention que le protocole, celui national de confinement qui s'applique aux entreprises, dit que, par ailleurs, c'est page 10, s'agissant des tests sérologiques, les indications définies par les autorités sanitaires à ce stade ne permettent pas d'envisager des campagnes de tests sérologiques par les entreprises. Des campagnes de dépistage peuvent être menées auprès des salariés sur décision des autorités sanitaires. Ça veut dire tout simplement qu'un employeur ne peut, en aucun cas, demander un test PCR à son salarié. C'est une immixtion à l'état actuel des choses de l'employeur dans la vie privée couverte par le secret médical. Et donc l'employeur n'a pas ce pouvoir. N'a pas ce pouvoir, je le réitère, avec force. Et c'est quelque chose qu'il pourrait considérer quasiment comme, il pourrait avoir une qualification de nature pénale. Donc, à l'état actuel, un employeur ne peut pas demander un test PCR à ses salariés. Il n'y a pas de possibilité. La question de la gestion sanitaire relève des autorités sanitaires et pas du chef d'entreprise. Peut-on exercer le droit de retrait, c'est-à-dire le coup de rester en télétravail si on estime que porter un masque est plus préjudiciable à la santé de ne pas s'en mettre? Or, la question, elle est super importante parce qu'elle comporte deux volets. Le droit de retrait n'a rien à voir avec le télétravail, chers amis. Le droit de retrait est le droit qui est conféré à tout salarié, dans le public ou dans le privé, de pouvoir cesser sans délai son activité professionnelle s'il y a un danger imminent pour sa santé, pour la santé de sa personne ou des personnes avec qui il travaille. Mais c'est un danger réel et imminent qui peut porter atteinte à sa vie. C'est là que vous avez vu l'utilisation du retrait quand, par exemple, les chauffeurs de taxi s'effectuent à Bayonne. Tous les chauffeurs ont utilisé le droit de retrait parce qu'il y avait un danger réel et immédiat qui pesait sur eux par le fait qu'ils étaient tous menacés par un certain nombre de personnes qui voulaient leur faire la peau. À l'état actuel, concernant la Covid, non. Ce n'est pas un danger imminent de vie, même s'il y a personne qui décède. Mais concernant ce danger-là, ce n'est pas possible. Donc, le droit de retrait, au moment où je vous en parle, il n'existe pas, sauf si, imaginons que la personne est à 60 ans, elle a des comorbidités et qu'effectivement l'employeur lui impose d'aller au travail et s'exposer. À ce moment-là, il peut y avoir donc à cas par cas, on peut envisager le cas échéant, le droit de retrait, ou sinon, et c'est là qu'on arrive à la fameuse question du télétravail, je rappelle que le ministère du Travail, mais aussi les accords entre les syndicats et les chefs d'entreprise préconisent la priorité au télétravail. Ça veut dire que chaque fois que le télétravail est possible, il faut que le chef d'entreprise adopte cette position et que imposer à un salarié d'être dans l'entreprise, sauf s'il y a un besoin d'organisation du service et ce n'est pas en continu, c'est une priorité qui était considérée encore essentielle aujourd'hui par le ministère du Travail. Donc, ce n'est pas un droit de retrait, parce que le droit de retrait, c'est le droit de ne pas exercer une activité et de percevoir une rémunération parce qu'il y a un danger grave et imminent. Si vous commettez un droit de retrait qui n'est pas conforme aux règles, vous n'avez pas de salaire et vous risquez même de perdre votre emploi. Sauf si
Vous voulez exercer le droit de retrait. Vous cessez et vous avez des doutes. Vous saisissez le Conseil de prud'homme pour faire constater que votre droit de retrait est fondé. Mais attention, si le Conseil de prud'homme considère qu'il n'est pas fondé, à ce moment-là, vous aurez commis une cessation fautive du travail avec les conséquences qui découlent de celui qui a troublé le bon fonctionnement. C'est-à-dire que l'employeur peut, le cas échéant, vous convoquer à l'intérêt préalable et le cas échéant, vous licencier parce que vous avez utilisé un faux droit de retrait et vous avez abandonné votre poste de travail sans une raison légitime. Alors jusqu'à là, on peut enchaîner avec une question. Qu'en est-il de la fonction publique d'État en open space avec séparation plexi des postes? À l'état actuel de choses, la question de la fonction publique d'État n'est pas réglée par le Code du travail qui relève des personnes privées. Donc, à l'état actuel de choses, il faudra voir ce qui va être décidé par la fonction publique dans le cadre de l'exercice de l'activité dans le cadre de la fonction publique, parce que ce sont deux régimes juridiques qui ne sont pas les mêmes. Le Code du travail s'applique à des personnes qui travaillent pour la fonction publique, mais qui ne sont pas des agents publics, qui sont des agents de droit privé, mais le Code du travail ne s'applique pas pour les fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires de l'État sont régis par le statut des fonctionnaires et donc des règles qui leur sont propres. J'ai répondu à la question? Je pense que oui. Parfait. J'espère qu'on a répondu. C'était les juges. Oh bah écoutez, Avant de finir, on tient à saluer chaleureusement tous les téléspectateurs qui disent que vous êtes un vrai soutien juridique et vous êtes une vraie bouffée d'oxygène. Bah écoutez, ça me merci fait... pour tous vos efforts. Merci, et merci à vous, Ouda, de relater cela. On va continuer. On se donne encore 10 minutes chrono. Non, je peux je demande au réalisateur. Vous me donnez... Non, combien de temps? 5 minutes. Nous avons 5 minutes. Je vais à la vitesse grand V. Y a-t-il des éléments juridiques que vous connaissez qui permettent de ne pas porter le masque en entreprise tout le temps de manière obligatoire? Oui, pour le moment, il y a des éléments juridiques, c'est qu'il n'y a pas encore d'obligation. Donc, à l'état des choses, je peux vous répondre. Je vais très vite. Une adhérente aussi une liberté des salariés et précisément la liberté d'expression d'accès. Avec le masque, plus d'accès au sourire, etc. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais ce n'est pas à l'état actuel ceci qui est en jeu. À l'état actuel de choses, nous sommes dans une bataille de règles légales, d'opportunités du masque par rapport au risque de la Covid-19 et le fait de porter le masque toute la journée, les conséquences qu'il peut apporter sur un plan médical. Il est clair que parmi les actions que nous souhaitons mettre en œuvre comme Action 19, c'est faire nommer un collège d'experts pour déterminer tous les avantages et les inconvénients et les risques de porter le masque pendant 8 heures. Donc, nous avons une panoplie d'actions. Ne vous inquiétez pas, mais je relate pas tout devant les micros parce que vous savez, je suis écouté et vu par un certain nombre de personnes, parmi lesquelles aussi quelques gens des ministères apparemment et des renseignements qui apportent les informations au ministère. Un adhérent demande que peut-il se passer si salaire lui reproche de ne pas porter de masque? D'abord, c'est un échange de dialectique. Il n'y a pas de mesure de police judiciaire ou de police administrative au sein de l'entreprise. Ça veut dire tout simplement que l'obligation de porter un masque, si quelqu'un ne veut pas le porter, c'est un peu comme un magasin. Vous pouvez demander à la personne de sortir, de rentrer chez elle. Mais vous ne pouvez pas faire plus ou demander à la personne, si elle ne sort pas, d'appeler la police, parce qu'à ce moment-là, lorsque moi, je demande à un salarié de quitter mon entreprise privée, elle ne le fait pas, je peux appeler la police parce qu'à ce moment-là, elle commet ce qu'on appelle une violation de domicile. Quand un salarié, il est dans une entreprise, il n'est pas chez lui. Il est chez l'employeur, qui est le patron, soit le locataire, soit le propriétaire de lieu dans lequel l'activité est exercée. Donc, attention, là aussi, il y a des règles précises qui régissent la vie en société. Allez-y, Ouda. Nous avons une question de David qui nous dit « Les masques vendus respectent la norme à AFNOR S76001 du 27 mars 2020 qui définit qu'ils ne sont pas des dispositifs médicaux, ils ne sont pas non plus des EPI, ce qui veut dire équipement de protection individuelle au sens du règlement Union européenne 2016-425. Que sont-ils juridiquement? Je suis absolument d'accord avec lui, il vient déjà donner la réponse. Ce sont des équipements, effectivement, du fait que jamais a été dit que les masques, même les FFP2, c'est des masques qui protègent contre le virus. On a accepté des masques avec la norme AFNOR, c'est quelque chose que j'ai connu tout de suite quand ils sont sortis, que des masques qui sont, je dirais, de grand public, et ça ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire c'est des masques qui protègent contre les positions et le fait de éviter de se positionner, d'éviter que l'air sorte directement dans l'espace pour créer l'effet aérosol. C'est tout. Mais effectivement, il n'y a aucun masque qui peut être considéré comme un masque de protection contre les virus. Une seconde. Une adhérente demande ce que peut se passer dans il lui répond à ça. Je dis, quel droit ont l'URSSAF et les services d'hygiène sur le port du masque en entreprise? Aucun. C'est la médecine du travail, le cas échéant, qui peut visiter une entreprise et l'inspection du travail, qu'il faudrait qu'elle soit chargée, si c'est une norme d'État et qui est sanctionnée par des règles qui effectivement relèvent de la police administrative, c'est l'inspection du travail.
mais pas les services d'hygiène, l'URSSAF. L'URSSAF, à part récupérer du pognon et du fric, alors le reste, ils s'en foutent. Ça, je vous l'assure. Si l'employeur impose le port du masque et que les employés se retrouvent avec des maux de tête, de la fatigue pour entraîner un masque, eh bien là aussi, très important, saisir immédiatement la médecine du travail. À ce moment-là, effectivement, droit pour le salarié, compte tenu de la situation, de se mettre, le cas échéant, en arrêt maladie. Saisir la médecine du travail parce que du fait qu'il s'agit d'un problème qui relève du travail, ça pourrait être considéré un accident du travail. Peut-être la médecine du travail pourrait elle-même ordonner des examens médicaux pour pouvoir déterminer pour quelle raison la personne, dans le cas du travail, a-t-elle eu des malaises. Donc, ça peut être une chose extrêmement utile pour déterminer que le port du masque peut entraîner des conséquences manifestement excessives. Qu'est-ce que je risque si on s'oppose à porter le masque en cas de licenciement? Cela sera pour faire garbe lourde, puis-je saisir le prud'homme? Bien sûr, vous pouvez saisir de toute façon, chaque fois qu'un employeur sanctionne, vous avez le droit de saisir le prud'homme. Il n'existe aucune disposition qui interdit à un salarié du privé de saisir le conseil de prud'homme pour attaquer une mesure de sanction ou de licenciement. Le conseil que je vous donne, n'acceptez pas un avertissement pour les masques ou pour autre chose. Contestez l'avertissement devant le conseil des prud'hommes. Parce que déjà, un avertissement, c'est quelque chose de grave. Et bien souvent, les salariés disent, bah, j'ai un avertissement. Non, parce qu'un avertissement sanctionne une faute, mais auprès de moi, il peut être utilisé comme fondement d'une nouvelle faute qui pourra être commise et qu'associés vont dire, je vous avais déjà averti, vous n'avez pas mis le masque, maintenant, je vous fais un deuxième avertissement qui sanctionne ou je vous convoque à la préalable parce que maintenant, je vous avais averti, vous n'avez pas respecté et maintenant, je vous sanctionne avec le licenciement. Comprenez bien ça. C'est pour ça que les avocats sont importants. Il n'y a pas que moi. Appelez vos avocats, vos amis qui font du droit social et ils vous confirment ce que je viens vous dire. Est-ce qu'un service médical peut dispenser du port du masque? À l'état actuel, je pense que oui. Pourquoi? Parce que les textes de loi disent, concernant les transports, etc., qu'il faut que la personne soit handicapée et que la personne et ensuite un certificat qui le dispense du port du masque. Mais c'est dit de manière spécifique pour les transports ferroviaires, les transports maritimes, etc. À partir du moment que ceci n'est pas spécifié, il revient au médecin le pouvoir et le droit de dire que sur un plan médical, une personne est dispensée. Et juridiquement parlant, il est clair que moi, employeur, si un salarié me porte un certificat médical, je ne veux pas lui imposer le port du masque parce que c'est le médecin qui va m'exonérer de mon obligation. Le problème qui peut se poser, ce sont les autres salariés qui vont dire « Maître, monsieur, pour quelle raison, lui, il est dispensé avec un certificat médical et il peut de toute façon me transmettre le cas échéant la Covid-19 ?» Voilà le problème qui peut se poser et donc un problème de conciliation entre un droit à ne pas porter le masque sur un plan médical et de l'autre côté, une obligation qui pourrait exister de porter le masque tout le temps dans l'entreprise. Je suis auxiliaire de vie. Mon employeur nous a donné un courrier dans lequel il est stipulé que tous les employés sont dans l'obligation de faire un test Covid-PCR et présenter le résultat faux. Faux. En l'état actuel de choses, l'employeur ne peut pas. Et vous demandez à ce moment-là, il faut toujours réagir. Monsieur, vous m'avez demandé de faire un test PCR. Est-ce que vous pouvez me communiquer le fondement textuel, légal, qui vous donne le droit de m'imposer un test PCR? Et à partir du moment qu'il vous donne le texte ou vous ne le donne pas, si vous ne le donne pas, vous communiquez ça. Si vous êtes assistant de vie, vous êtes auxiliaire de vie, je ne sais pas si vous êtes un salarié privé ou vous êtes rattaché à une activité publique, je ne sais pas, donc ça c'est question, mais il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel dans le privé, un test PCR ne peut pas être imposé. Je répète encore, sauf s'il y a un arrêté quelque part que je ne connais pas, alors communiquez-le moi, mais posez la question à votre employeur. Quand quelqu'un vous impose quelque chose, demandez toujours lui où il fonde son droit à vous donner une injonction. C'est comme le fameux directeur d'école qui dit « Il faut que vous ameniez le gel hydroalcoolique dans un SMS ». Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça. Qu'il y ait un texte pour l'imposer. Je termine sur la dernière question. Est-ce que dans le contexte sanitaire actuel, avec les mesures qui sont imposées dans les écoles, je pourrais inscrire les enfants en IF et ne pas les mettre à l'école sans l'accord du père, sachant que j'ai la garde principale? Non, chers amis. En droit français, la garde principale, que vous voulez dire, ça veut dire l'hébergement principal. En droit français, il n'existe pas la garde principale et la garde minorée. Il y a la garde partagée, c'est-à-dire que l'autorité parentale partagée, et puis il y aura la garde partagée, c'est-à-dire que les enfants sont chez la mère pendant la semaine ou une autre semaine, etc. Mais sinon, la seule chose qui donne à une personne l'autonomie totale dans le choix, c'est quand l'un des deux parents est déchu de l'autorité parentale. S'il y a un conflit entre les deux parents, peu importe chez qui les enfants sont hébergés, est une question qui doit être tranchée par le juge aux affaires familiales, qui, naturellement, choisira les arguments
qu'en fonction des arguments des deux parents, quel est le meilleur choix dans l'intérêt des enfants. C'est là la réponse. Donc, quand on a fait les enfants à deux, on les élève à deux et on décide à deux. Si on n'est pas d'accord, on va devant le juge. On ne se tape pas dessus. On se respecte mutuellement. On ne traite pas de salope ou de con son mari et sa femme. Et on se respecte mutuellement. C'est dans l'intérêt des enfants. Et après, on discute. Et si on ne trouve pas l'accord, la solution, on peut aller en référer devant le juge en affaires familiales. Et la solution sera trouvée. Nous avons Gaël qui aimerait savoir si c'est réel que l'État veut faire des tests aux enfants à l'école sans accord des parents. Pour le moment, il n'y a pas de texte légal, il n'y a pas de texte qui donne cette possibilité. Et si ce texte devait exister en dehors de l'autorité parentale et en dehors du regard des parents, ça serait un texte certainement discuté et porté devant le Conseil constitutionnel ou attaqué devant les juridictions compétentes. Ça marche. Alors, juste comme tu l'as dit tout à l'heure, on arrive à la fin de l'émission. Malheureusement, il y a encore des questions. Et comme tu l'as rappelé en début d'émission, si les gens veulent te poser des questions, ils peuvent le faire par mail sur le mail de Réaction 19. Je te laisse poursuivre. Merci beaucoup, Walid. Écoutez, je vous fais mes excuses. C'est 1h15. Ouais. C'est passé tellement vite, je ne m'entendais pas à ça. On va noter les questions, les autres questions. Et vous pouvez les réitérer, le cas échéant, par un email à réaction19fr@gmail.com. réaction19fr@gmail.com. On va répondre les questions. De toute façon, chers amis, je serai très attentif à ce qui va se passer dans le cadre des entreprises parce que le protocole, ce fameux protocole, sera pendu aujourd'hui, Ouais, direct. Ouais, c'est un lapsus freudian. Il sera pondu entre aujourd'hui et demain ou dans le week-end, comme ils s'amusent à le faire. Mais nous travaillons aussi le week-end. Et je rappelle à tout le monde, très important, manifestation demain autorisée, elle est autorisée à la Nation, à 13h, manifestation autorisée à la Nation. Je serai là-bas, moi aussi. C'est une manifestation concernant la liberté. Voilà, donc j'ai le réitéré, l'heure est à 13h, la dispersion à 18h, donc il faut se disperser à 18h pour éviter de se faire tirer dessus par les CRS. Mais déjà, la possibilité d'être là, j'y serai à 13h avec le coprésident. Donc celles et ceux de Réaction 19 et tous les amis qui nous suivent, qui veulent venir et être là pour déjà commencer à parler et débattre, on le fera. Voilà, on fera tout le possible. Naturellement, si vous ne me reconnaissez pas, je mettrai, je sais pas, une pancarte, Carlo Alberto Bouza, comme ça vous pouvez poser des questions. Voilà, ou comme disait un certain monsieur, vous ne me reconnaissez pas, vous me portez sous le dos toute la journée. C'était Benetton qui disait cela pour les pulls. Voilà, donc vous ne me portez pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, je fais une petite émission. Je vous remercie beaucoup. Oui, Walid. Vraiment une toute dernière chose. Parce que sinon, le réalisateur, on va pas y arriver. Il va nous tuer. Il va nous tuer. Non, tuer, non, mais. Voilà, juste une dernière chose. Si tu pouvais donner aux personnes le PDF de ce fameux document qu'il faudrait présenter aux policiers en cas de contrôle, c'est ce qu'ils attendent. Non, pas le policier. De... Non, tu parles des directeurs des écoles ou des employeurs. Non, parce qu'il me semble que tu avais dit que tu allais faire un document à présenter pas aux policiers. Parce que l'avis concernant la sanction, on l'a déjà fait. Je vais préparer un document qui permettra d'être présenté au cas échéant au directeur d'école pour pouvoir avoir les fondements légaux de l'obligation du port du masque, avec toutes les conséquences, avec l'obligation de répondre à toutes les questions concernant les principes et les sanctions. Ok. Voilà, et concernant naturellement les employeurs, j'attends, c'est pour ça que je voulais faire les deux concomitamment, pour faire les deux avis juridiques. Un avis juridique, comme je l'avais fait sur la sanction 135 € concernant le protocole sanitaire pour les écoles, et un avis juridique concernant le protocole sanitaire pour les entreprises. Voilà. Merci Ouda. Merci Walid. Merci Bonu pour ta réalisation splendide. Je remercie tous les amis de Réaction 19. Merci à tous les adhérents. Merci à tous les amis. Merci aux spectateurs de Cowboy TV et tous les amis de Réaction 19. Faites un cadeau à Cowboy TV parce que c'est une chaîne qui est jeune, animée aussi par Walid et par Ouda, donc qui est une journaliste qui est ici en France. Elle est d'origine marocaine et c'est une journaliste marocaine qui fait un stage chez Cab Web TV, mais que nous avons réquisitionné à Réaction 19 pour pouvoir nous aider dans le cadre de cette émission, et je la remercie vraiment de tout cœur. Merci à vous de m'avoir accordé cette opportunité. Merci Ouda. Je vous embrasse. C'était top. Merci encore pour toutes vos questions.